Je suis très contente de voir autant de monde, et surtout des visages que je connais. Donc, c'est très agréable. J'aimerais déjà me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Catherine Baudin, conseillère municipale responsable du développement durable à Granby. J'aimerais également saluer ce soir ma collègue, Madame Tremblay, qui est avec nous. Donc, voilà, moi, je ne vais pas m'étirer longtemps parce que je pense que vous n'êtes pas venus m'écouter. Donc, ce soir, on va découvrir des animaux très, très spéciaux et plein de ressources. Je suis sûre que notre conférencier, M. Paquin, va nous révéler des choses extraordinaires sur les araignées qu'il a pu croiser sur son chemin quand il a fait l'inventaire au Boisé Minor. Donc, moi, je ne m'étirerai pas plus longtemps. J'ai hâte de découvrir toutes ces informations. Surtout que moi, à la base, je ne touche pas sur les araignées. Donc, j'essaye de vous dompter. Il n'a pas amené de spécimens vivants, donc c'est pour ça que je suis relativement calme. Donc là, je vais tout de suite céder la parole à mon collègue Serge Oled, qui est coordonnateur de la division environnement de la Ville de Granby. Merci beaucoup d'être là, d'être présent avec nous, et je vous souhaite une très belle conférence. Bonne soirée. Bonjour à tous, je suis très heureux que la météo s'est calmée pour qu'on puisse accueillir le maximum de personnes, parce que vraiment, on a une personne, un conférencier ce soir exceptionnel. Il m'a donné 10 pages de notes, c'est pas vrai. Et on aurait fait une conférence sur ses réalisations, c'est bien pour dire, mais je vais essayer d'être relativement bref. Pierre aime les bestioles depuis son plus jeune âge. Il est détenteur d'un baccalauréat en écologie, d'une maîtrise en biologie, d'un doctorat en biologie et de 3 post-docs en systématique moléculaire. Il va peut-être prendre le soin de expliquer tantôt qu'est-ce que c'est. C'est au cours de son doctorat sur la biodiversité des forêts boréales qu'il découvre que la vie n'est pas en pause pendant l'hiver. Grâce à un piège de son invention, il met en évidence que la faune active sous la neige est beaucoup plus diversifiée que prévu et comprend plusieurs espèces d'araignées. C'est le signal de départ de l'intérêt pour les bestioles à 8 pattes. Pierre se démarque avec un goût pour les projets ambitieux et le terrain difficile. Moi, j'ai de la misère à me lever certains matins, là, je pense qu'il pourrait me challenger beaucoup. Ce qui l'a mené un peu partout dans le monde pour documenter l'arachnofaune, les espèces d'araignées, en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Europe, au Mexique et aux États-Unis. Il est un des premiers à avoir utilisé des techniques génétiques pour identifier des araignées, particulièrement des espèces j'ai barbouillé un peu, là, qui sont sur la liste des voies d'extinction. Donc, c'est une personne qui aide à documenter la science. Il est auteur de plus d'une centaine de publications scientifiques sur les araignées et d'autres bestioles. Depuis 3 ans, Pierre rédige la revue scientifique Hutchinsonia, qu'il a cofondée. L'an dernier, il a aussi cofondé Nature Web. Retenez ça, là, parce que je pense que vous allez pouvoir avoir de l'information là-dessus. Un site Internet voué à la valorisation de la biodiversité du Québec et des sciences en général. Depuis quelques années, Pierre a entrepris des bio-inventaires de divers habitats d'intérêt pour la conservation dans le but de les valoriser et mieux faire connaître les espèces du Québec. D'où la chance qu'on a eue de faire l'inventaire des araignées dans le Boisé Minor de Granby. Pierre est également le récipiendaire d'une dizaine de prix pour sa recherche, ses présentations et son engagement dans la conservation. L'enthousiasme de Pierre pour les bestioles à 8 pattes est souvent contagieux. Depuis qu'il donne des conférences sur les araignées dans les écoles du Québec, on prévoit une avalanche d'arachnologues dans les prochaines années. Accueillez chaleureusement avec moi Pierre Paquin. Merci, c'est très gentil. Tout le monde m'entend bien? Oui. Si je suis comme ça, m'entendez-vous quand même? Oui. Ça va, bon. Je vais essayer de me tenir proche juste pour être sûr que mon message se rende bien à vous. Alors, bien, merci de vous être déplacés pour venir voir la petite présentation de ce soir. C'est une présentation qui il y a beaucoup de contenu dedans, j'aime ça mettre beaucoup de contenu.
Et vous allez voir que un des buts secrets de ce soir, c'est d'essayer de vous démontrer que des fois, juste dans notre cour, pas très loin de chez nous, il peut y avoir des trésors qui sont là-dedans. Puis si on ne porte pas attention, on passe carrément tout droit. Donc, avec le travail qui a été fait cette année au Boisier Minor, j'ai essayé de mettre ça en évidence. Et une des premières questions qu'on me pose toujours, c'est Pierre, comment ça se fait que toi, tu aimes les araignées? Absolument, c'est pas un sujet qui est très populaire chez les gens. Et récemment, en faisant le ménage de mes photos de famille, j'ai une très bonne idée pourquoi j'aime autant les araignées, vous allez voir. Alors, tout a commencé le jour de ma naissance. Je me suis rendu compte. Ça, c'est quelques jours déjà, j'avais la petite huppe ici comme ça. Quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard, ça s'était pas vraiment arrangé. J'avais encore cette espèce de petite huppe-là dans les airs. Et je pense que c'est ça qui finalement m'a vraiment attiré envers les araignées. Ça remonte à loin. Quelques années plus tard, ça c'est moi au primaire. J'ai une petite phase papillon, mais c'était une phase d'égarement pour moi parce que après, ça n'a pas été très long, je suis revenu après ça aux bestioles un peu plus juteuses que sont les araignées. Alors, un peu plus tard, cet intérêt-là m'a mené vers des études graduées en écologie, en entomologie, en arachnologie. Donc, j'ai fait mon doc et ma maîtrise sur les forêts boréales. Et c'est après que l'aventure a vraiment commencé pour moi. J'ai fait trois stages post-doctoraux, en fait 6 années, où j'ai combiné, voyez là, l'arachnologie, la biospéléologie, l'ADN et la génétique, la taxonomie, qui est l'art de classer et d'identifier les choses, et la conservation. Pourquoi? Parce que mon premier travail et mes postdocs ont été sur des araignées aveugles des cavernes du Texas. Et c'est quelque chose qui est tellement rare que la plupart de ces espèces-là sont inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition. Ce qui a fait que je me suis fait une solide dent avec la conservation. J'ai été un des premiers à utiliser les outils génétiques pour être capable de les identifier comme il faut. Donc, ces années-là ici, vraiment, ça a été une courbe d'apprentissage qui était pas mal abrupte, mais ça a bien payé pour moi. Alors, je suis devenu vraiment un biospéléologue. C'était mon travail pendant plusieurs années, à tous les jours, d'essayer d'aller explorer pour trouver ces bestioles-là. Et bien sûr, j'ai développé, et j'ai eu des gens, des collègues comme ça, qui m'ont montré toutes les techniques génétiques. Avec ça, j'étais pas mal chanceux de pouvoir faire un stage aussi, des stages de post-doctorat aussi complexes. Avec ça, j'ai publié pas mal de choses. Comme je disais tantôt, j'aime beaucoup les araignées et ça m'emporte à travailler beaucoup. Donc, j'ai publié plusieurs bouquins. Mon premier en 2001. 2003, le guide d'identification des araignées du Québec, c'était vraiment quelque chose de grosse pierre angulaire pour moi. Ça a tellement bien fonctionné qu'après, je me suis fait recruter pour travailler sur un bouquin pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. J'en ai fait un autre sur le Canada. J'ai demeuré pendant presque une année complète en Nouvelle-Zélande, parce que j'ai résulté avec un bouquin sur les araignées de la Nouvelle-Zélande. Et ça, ici, avec mes collègues, les gens que j'ai rencontrés, j'ai fait peut-être une centaine d'articles scientifiques. Plus récemment, je me suis consacré, j'ai parti avec mon ami Claude Simard, une petite revue pour essayer de valoriser les découvertes qu'on faisait sur les araignées du Québec, pour essayer de valoriser cette faune-là ici. Et puis, tout récemment, vous allez voir, ça combine tous mes intérêts. Il y a 2 semaines, dernière publication, un petit peu différente. C'est ma première bande dessinée que j'ai réussi à compléter, à publier. Je ne serais pas surpris en vous disant que c'est une histoire qui combine les bestioles et l'exploration de cavernes. C'est tout à fait dans ma fonction. Extrêmement intéressant. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer à quoi ça a l'air tantôt. C'est pas mal intéressant. Et puis, depuis ce temps-là, je me consacre beaucoup au bio-inventaire. Je trouve que ce sont des choses que peu de personnes ont l'expertise pour faire, malheureusement. Pourtant, on devrait en faire beaucoup plus parce que ce sont des choses qui sont proches de chez nous. Donc, bien documenter la diversité au Québec, je trouve ça extrêmement important. Et le site NatureWeb qu'on a lancé l'année passée en toute douceur, juste en version test, voir comment ça fonctionnait, c'est vraiment quelque chose dans laquelle je me consacre pour essayer de valoriser la biodiversité du Québec parce que très souvent, on a l'impression les seules choses intéressantes se trouvent à Bornéo. J'ai rien contre Bornéo, il y a sûrement plein de choses intéressantes, mais au Québec, dans notre propre cours, il y a encore des choses intéressantes à faire et à découvrir. Et je vais essayer de vous en faire partager plusieurs tantôt. Donc, au menu ce soir, on avait la présentation de M. Bébite, c'est fait. J'ai une bonne chose de faite. Je vais vous donner un petit cours d'arachnologie 101 pour être capable de bien comprendre le projet qui a été mené au Boisier Minor. On va parler un peu de conservation en général pour voir quelle est l'approche, parce que la question qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que ça donne de faire des bio-inventaires? Pourquoi on veut savoir ces choses-là? Pourquoi on veut documenter la présence de certaines espèces? Je vais essayer d'approcher ça d'une façon un petit peu plus théorique en parlant des araignées, bien sûr. Et je vais préciser l'approche qui a été utilisée au Boisier Minor. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Je vais vous présenter les résultats qu'on a eus. Et puis si après vous êtes d'accord, puis ça vous tente, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Les plus difficiles sont les miennes. Ça vous va?
Parfait. Alors, on commence. Première question. Qu'est-ce qu'une araignée? Ça, c'est exactement le genre de question qu'il ne faut pas que tu me poses si tu n'as pas 2 semaines de libre devant toi. Alors, et comme je suis un taxonomiste, je suis quelqu'un qui classe les choses, j'ai décidé de vous le présenter de cette façon-là parce que vous allez voir, ces outils-là vont vous être utiles vers la fin de la présentation d'aujourd'hui. Alors, ce sont des êtres vivants qui sont des animaux. Chez les animaux, en gros, on peut séparer ça en 2 grands groupes, ceux qui ont des colonnes vertébrales qu'on appelle des vertébrés, là-dedans, les mammifères, les amphibiens, les poissons, les reptiles, les oiseaux, ça, on connaît ça. De l'autre côté, chez ceux qui n'ont pas de colonne, souvent on les appelle les invertébrés. Il y en a un gros paquet là-dedans dont on ne parle pas aujourd'hui. Ceux dont on va parler, ce sont ceux qui ont des pattes articulées qu'on appelle des arthropodes. Arthro, ça vient de... en fait, tu vois, ça veut dire c'est une articulation. Quand on dit qu'on fait de l'arthrite, hein, c'est qu'on a une inflammation de l'articulation, ça vient de la main. Sauf que là, ce ne sont pas des pattes qui sont enflées, ce sont des pattes qui sont articulées. Et il y a 4 groupes de bestioles qui ont des pattes articulées. Les insectes, les myriapodes, les crustacés et les arachnides. Si on prend mes préférés, les arthropodes, les arachnides sont ceux qui contiennent les araignées, surtout mes préférés avec les petites couettes que je trouve jolies. Il y a aussi les myriapodes, qu'on appelle communément les myriapodes. Les crustacés. Et les crustacés, ah oui, c'est des choses qui vivent dans la mer, c'est vrai, la plupart vivent dans la mer, mais il y a aussi des crustacés terrestres. Tout le monde se rappelle d'avoir vu ça, qu'on appelle souvent des bébites d'humidité, on leur donne toutes sortes de noms. Ben, en fait, ça appartient aux crustacés. Et le 4e groupe, ce sont les insectes qu'on représente ici dans les petits papillons. Alors, on les appelle bébites, bestioles, bibites aussi. Mais leur vrai nom, en fait, ce sont des arthropodes parce que ces 4-là ici, ils ont des pattes qui peuvent bouger. Et le truc, surtout pour les adultes, les enfants ont moins de misère avec ça, mais les adultes, on appelle ça des bébites, on ne va pas plus loin que ça, on laisse ça de côté. En fait, pour faire la différence entre un myriapode, un crustacé, un arachnide et un insecte, c'est très facile. Mais il faut savoir compter au moins jusqu'à 20. Si tu sais compter jusqu'à 20, tu es capable de faire la différence parce que les myriapodes ont 20 pattes et plus. Les crustacés en ont entre 10 et 18. Les arachnides en ont 8 et les insectes en ont 6. Donc 6, 8, 17, 18, 20 et plus. Avec ça, on vient déjà de démêler beaucoup de choses. Donc les arachnides, ce qu'on va parler le plus aujourd'hui. Ils ont 8 pattes, c'est vrai, et je vous en présente 4 grands groupes d'arachnides. Parce que ce sont des groupes avec lesquels on a affaire souvent. Alors, premier groupe d'arachnides, 8 pattes, les acariens sont des arachnides. Et le plus populaire ou le moins populaire, tout dépend de comment on voit les choses, les tiques représentent une seule famille parmi les acariens qui sont des arachnides. On a aussi au Québec des pseudoscorpions, ça vous ne saviez probablement pas. Les pseudoscorpions ont 8 petites pattes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ils ont une paire de pattes en avant qu'on appelle des pales qui sont en forme de pince. Ils n'ont pas de dard, ne peuvent pas piquer, mais ils font partie des arachnides. On a aussi ceux-là que les gens appellent des araignées à grandes pattes. Leur véritable nom, ce ne sont pas des araignées, ce sont des opilions. Je vais vous montrer comment on fait la différence tantôt. Et les plus cute et plus jolis, qui sont les araignées dont on va parler aujourd'hui. Donc, les arachnides, le truc pour les reconnaître, ce sont les 8 pattes. Les araignées, elles ont 8 pattes, c'est vrai. Quand je fais la présentation avec les enfants, je les fais compter. Là, je ne ferai pas compter aujourd'hui, mais il y a vraiment 8 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le problème, c'est que ça convient à tous les arachnides. Les araignées ont des choses de plus. Première chose de plus qu'elles ont. Elles ont une paire de palpes. Les palpes, c'est cette espèce de petite paire de pattes ici qui est à l'avant. Et cette paire de pattes-là, on ne la compte pas dans les 8 parce que c'est pas une paire de pattes pour marcher, c'est une paire de pattes pour faire des bébés. En fait, quand ce sont des mâles araignées, cette petite paire de pattes-là ici en avant, elle ressemble à une petite paire de gants de boxe. Donc, si tu regardes une araignée, il y a 2 petits gants de boxe en avant, ben, tu sais que c'est un mâle. C'est de là que ça vient. Ensuite de ça, donc ça, c'est les petits palpes. On va leur parler tantôt, je vais vous montrer ça. Le corps des araignées est fait en 2 sections. Une première, qu'on appelle le céphalothorax, sur lequel il y a les yeux, la bouche et les pattes. Et une en bas qu'on appelle l'abdomen. Et sur l'abdomen, il y a une structure très particulière. Il y a des filières. Et les filières, c'est la structure qui sert à faire les fils. Chez les araignées, les filières, elles sont ici, au bout, en bas. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait combien les araignées ont de yeux? Quelqu'un? 4? Presque une bonne réponse, mais c'est pas ça. Mais le 4, pourquoi on pense 4? C'est quand on en regarde une de face, on a souvent tendance à conclure que c'est 4. 1, 2, 3, 4 en avant qui nous regardent, mais, ce n'est pas tout, parce qu'il y en a d'autres. Les autres, ils sont sur le dessus de la tête. Et là, numéro 5, 6, 7 et 8. Donc, encore une fois. Et c'est là qu'on peut voir que les araignées ont un certain sens de l'humour, parce qu'on a vu tantôt qu'elles ont 8 pattes.
On vient de voir qu'elles ont les yeux. Et si on regarde son corps, comment il est fait, en fait, c'est fait avec deux boboules. Une première boboule en haut, une deuxième boboule en bas. Et ça me trace quel nom? Voilà, ça me trace le mot 8. Donc, à partir de maintenant, il n'y a aucune raison de ne pas savoir compter jusqu'à 8. Hein, ça devrait bien aller. Et ça, vous allez voir, on va s'en servir tantôt aussi. Comment on fait pour reconnaître les mâles et les femelles, les sexes? C'est assez simple et vous allez voir, il y a une très bonne raison pourquoi on voit ça. On va reprendre ce concept-là dans quelques minutes. Les mâles, on l'a dit tantôt, ils ont la petite paire de pattes qui est à l'avant, comme ça ici. C'est pas vraiment des pattes, on appelle ça des palpes. Et chez les mâles araignées, cette paire de pattes-là, elle est modifiée. C'est-à-dire qu'elle est enflée. Elle ressemble à un petit gant de boxe. Et en fait, c'est la structure génitale des mâles qui est là. Donc, les mâles ont toujours une espèce d'idée, mais ils ont en fait leurs organes génitaux juste dans le front en avant. Les femelles n'ont pas ça. Ça ressemble à des petites pattes qui sont droites. Donc, mâles et femelles. Mais les femelles, elles ont sur l'abdomen une espèce de plaque qui est dure, qui est sclérifiée, qui est là. Et là-dedans, il y a qu'on appelle l'épigène. Alors, là-dedans, il y a des ouvertures, des tuyaux, il y a des petits réservoirs en dedans. Donc, quand les araignées s'accouplent, le mâle met son palpe ici, dans cette ouverture-là. Ici, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de ce système-là. Alors, les mâles introduisent leurs semences à l'intérieur des femelles, et c'est par le petit gant de boxe que ça fonctionne. Les juvéniles, les bébés araignées, ils n'ont absolument pas ça, parce que les bébés araignées ne peuvent pas se reproduire. Il n'y a que les adultes qui sont capables de faire ça. Donc, les mâles ont cette espèce de petit gant de boxe-là, et les femelles ont ça ici. Alors, pour s'amuser, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une figure. Et en l'observant, vous allez pouvoir me dire est-ce que c'est un mâle ou si c'est une femelle. On commence facile. Si je vous montre celle-là ici, est-ce qu'il y a des petits gants de boxe? Donc, c'est quoi? Un mâle. Parfait, vous avez raison. Celui-là ici? C'est encore un mâle, ça va bien, vous êtes bon. Celle-là ici? Ça, c'est une femelle. Il faut être attentif. Celui-là ici? C'est un mâle compétitivement qui est bien équipé. Celui-là ici? Une femelle, ça va. Celui-là ici? C'est un mâle, ça va. Celui-là ici? Ah! Il y en a quelques-uns. Serge, tu suis, c'est bon, je suis très fier de toi. En fait, c'est un insecte. Hein? Il faut faire attention, on l'a dit tantôt, les insectes, ils ont 6 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai mentionné, pour identifier les araignées, il faut au moins savoir compter jusqu'à 8. Alors que si on avait affaire à un insecte, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le segment qui est là, c'est pas du tout la même morphologie. Alors, comme on est rendu bon maintenant, si je vous montre ça, on place ça dans quoi? Dans les insectes ou les araignées? Dans les insectes, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pattes. Une boboule, 2 boboules, 3 boboules. C'est le modèle en bonhomme de neige pour les insectes. Ils ont souvent 2 yeux et une paire d'antennes. Ça va. Si je vous montre ça maintenant, insecte ou arachnide? C'est un arachnide, effectivement, mais ce n'est pas une araignée. Combien on a de boboules ici? Une seule. Alors, chez les araignées, c'est 2 boules. Ceux qui appellent ça des araignées à grande patte, ben non, vous êtes trompés depuis tout ce temps-là. Alors, ici, on a affaire à un papillon. Puis celui-là, ici, est-ce qu'on a affaire à quoi? On a affaire à une araignée. Pourquoi? Parce qu'on a une boboule, 2 segments, en fait. Puis est-ce que c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle, c'est assez clair. Une fois qu'on le sait, ça reste dans la tête, ça devient facile. Alors, toutes les araignées de la planète sont des prédateurs. Ça veut dire que ça mange des poils et d'autres. Je vous montre 2 photos d'araignées prédatrices. Une première ici qui attrape un petit bourdon pour dîner. Puis une deuxième qui utilise de stratégies qui sont très efficaces, comme le camouflage. Alors ça, c'est la guêpe qui est là. Regarde l'araignée en arrière ici, comme ça. En fait, j'ai vérifié ce matin. On connaît aujourd'hui 50 954 espèces d'araignées. Il y a un site web qui tient ça sur le compte. Et à date, on ne connaît qu'une seule araignée végétarienne. Et si ça vous intrigue, vous allez voir, mon ami Gilles Barbeau a écrit un blog sur cette araignée-là qui est allée au Mexique pour photographier. Les photos sont magnifiques, les textes sont super intéressants. Donc, la seule araignée végétarienne au monde, mais on n'a pas ça au Québec, c'est une espèce qui est beaucoup plus exotique. Alors, toutes les araignées du monde font de la soie, c'est vrai. Mais toutes ne font pas des toiles. Quelques-unes font des toiles pour qu'elles... Tout le monde connaît que les araignées, tout le monde sait que les araignées font des toiles, mais il y en a plusieurs qui ne font pas de toiles pour chasser. Ils vont chasser à vue, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur vision pour sauter directement sur les trous, sur leur proie. Donc, on a des toiles, c'est vrai. Toutes les araignées font de la soie, mais pas toutes ne font des toiles. Alors, pour identifier les espèces, comment on fait pour dire, pour être capable d'identifier une espèce d'araignée? Et c'est là que les petits gants de boxe viennent à la rescousse. En fait, ce que je vous montre ici, c'est un petit gant de boxe qui est là, et on peut voir qu'il y a toutes sortes de petits machins à l'intérieur de ce gant de boxe. Ça, c'est ce qu'on voit véritablement quand on regarde ça au microscope. Et chaque espèce de la Terre possède une configuration de ce gant de boxe-là qui est unique. Donc, quand tu veux identifier une araignée, tu regardes
si c'est un mâle, cette espèce de petit gars qui est là. Et les structures qui sont à l'intérieur vont permettre de savoir quelle espèce il s'agit exactement. Alors, je montre un exemple ici. C'est sûr que les noms pour tous ces petits gizmos-là, on va laisser faire ça pour aujourd'hui. J'en montre un autre et un autre ici. Et en fait, quand on regarde une araignée et qu'on connaît le système, on voit très bien. Ça, c'est la même espèce ici. Donc, si on prenait ça, on l'orientait comme vous, c'est ce qu'on verrait au microscope. Donc, chaque espèce de la Terre a une configuration qui est unique. Alors, quand on fait de l'identification, comment on fait pour savoir si c'est quelque chose qui a déjà été vu, qui est nouveau pour la science, ou comment on fait pour bien l'identifier? Bon, on regarde ces structures-là pour le mâle, qui sont les petits gants de boxe en avant. Et pour les femelles, on va regarder cette espèce de plaque-là, qui aussi est en 3 dimensions, avec les fentes et petits tuyaux qui sont à l'intérieur, puis il y a des réservoirs qu'on ne voit pas par transparence. Et tu vois, quand on regarde les épigènes des femelles, on est capable de les identifier. Et quand on fait vraiment un travail d'inventaire, bien, chaque fois qu'on en a une, on compare ces structures-là avec un espèce de répertoire de structures. Et donc ça, c'est le gant box de 4 espèces qui appartiennent au même genre, ici le genre Aginea. Et là, on voit très bien. Ça se ressemble, c'est vrai, mais si on regarde cette structure-là, ici, l'espèce de forme qui est là, bien, elle est différente à chaque fois. Et ça, c'est le caractère ultime pour être capable de bien identifier une espèce. Et on est chanceux parce qu'avec le livre du Québec, on est un des seuls endroits au monde où on a une publication qui a compilé tout ça pour toutes les espèces présentes du Québec. Le seul autre endroit au monde où c'est fait, c'est en Angleterre. En Angleterre, c'est pas juste, ils sont comme 400 arachnologues, puis ils font ça depuis 300 ans. Nous autres, depuis les quelques dernières années, on était capable de produire ça, et c'est un livre qui a bien marché. J'étais en train de travailler sur la nouvelle édition, parce qu'on fait tellement de découvertes, tellement de nouvelles choses qu'on a trouvées, que c'est pas très très long que le livre est dépassé. Alors, avec les mâles, on regarde les petits gants de boxe, avec les femelles, on regarde cette espèce de structure-là qui est sur le bedon. Et encore une fois, les immatures, les bébés araignées, c'est impossible à identifier avec certitude. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas ces structures-là ici. Alors, on va parler un petit peu de conservation. C'est un sujet que je trouve absolument fascinant et qui justifie tout à fait la démarche qu'on a faite au Bosé-Miner. Alors, depuis quelques années, les gens, les politiciens, les gens qui travaillent avec des moyens plus grands que les miens, pour arriver à en faire de la conservation, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des terrains pour les protéger. Et ça, c'est tout à fait correct. En fait, ça fait des espaces verts qui sont accessibles aux gens, c'est tout à fait très bien. Mais quand on va un petit peu plus loin, on dit « ouais, c'est pour les protéger, mais tu veux protéger quoi au juste? » Et habituellement, la réponse qu'on a, c'est « ah, on va protéger la nature. » Tout à fait bien aussi, pas de problème. Mais là, je me suis toujours, quand on a une réponse comme ça, on se demande « mais comment tu fais pour mesurer ça, la nature? As-tu un naturomètre? As-tu une structure spéciale? » On la mesure comment? En général, ce qu'on s'entend pour dire, c'est que plus la réserve elle est grande, mieux c'est. C'est tout à fait louable aussi. Mais ça peut être aussi un immense terrain qui a très peu de valeur écologique parce que dedans, il n'y a pas grand-chose. Alors, l'idée qu'on va essayer de contourner ici, c'est qu'on va essayer de voir qu'est-ce que ces réserves-là naturelles peuvent contenir en tant qu'espèces. Et si la diversité des espèces a une valeur parce qu'on a des espèces rares, on a des espèces qu'on connaît moins, ou on a tout simplement beaucoup d'espèces, ah ben là, c'est intéressant parce qu'on vient de donner une valeur à un endroit qu'on a préservé, qu'on a conservé. Et c'est l'approche par la biodiversité. Ça, c'est un mot qu'on a tellement entendu qu'on en est allé souvent. Mais c'est vraiment cette approche-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la justifier, cette approche-là, par la biodiversité. Alors, on parle souvent que la biodiversité, c'est le nombre d'espèces. Alors, on sous-entend que si on a beaucoup d'espèces, c'est toujours mieux. Il faut faire attention avec cette approche-là parce que, situation hypothétique, disons qu'on a un milieu A avec 3 espèces. Et là, quelqu'un qui vient te voir et dit « hey, moi, tu as juste 3 espèces, je vais te faire quelque chose d'incroyable, je vais transformer ton milieu, tu vas voir. » Et là, on va avoir une situation B dans laquelle on va avoir 10 espèces. Là, tu regardes ça, si tu tiens compte uniquement des nombres, tu te dis « ah, c'est fascinant, on était à 3, on est passé à 10. » Sauf que, ce qui manque ici comme information, c'est quelles sont les espèces qui sont là. Par contre, si je regarde ma situation A, si je vous dis au début, j'avais une chouette rayée, un pic à ventre roux et un grand héron. On a fait un traitement miracle. Ce traitement miracle-là, ben, on a eu des pigeons, des coquerelles, des ratons, des mouettes. On a eu tout ça. Là, on se dit, mais quel est le fameux traitement que tu as fait? On avait un beau boisé, on a rasé ça à terre. Puis ce qu'on a fait avec ça, on a construit un McDo. J'exagère, mais j'exagère à peine. Parce que des fois, les espèces qui sont là, c'est pas parce que tu en as plus que nécessairement c'est une situation qui est plus enviable. Ce qu'il faut voir et ce qui manque, et c'est ce qu'on a fait exactement ici dans notre projet de recherche, c'est quelles espèces. On ne se fiera pas juste au nombre, parce que le nombre, ça peut être un peu trompeur, quoique c'est une bonne indication. On va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. On va essayer de voir quelles espèces sont en cause. Alors, la fameuse biodiversité, si on dit, hey, on va faire un projet de recherche sur la biodiversité d'un tel endroit, c'est sûr que, parfait, on part, on dit, hey, on recense toutes les espèces. Bonne chance.
Parce que juste en insectes, il y a tellement de choses et le travail que ça demande, il y a souvent des choses pas décrites, les taxonomies ne sont pas disponibles, c'est probablement quelque chose qui ne se fera et qui ne sera jamais complété. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de prendre ça, c'est on va faire tout ce qui est, toutes les espèces qui sont là, on va se concentrer. On va se concentrer sur certains groupes, certains taxons. On va dire, on va faire une approche par bioindicateur. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on assume que ce qu'on va faire, le groupe qu'on va étudier, va être un témoin de ce qui arrive à l'ensemble de la biodiversité. Donc si on peut se concentrer sur un qui nous donne les bons renseignements, ça va bien. Là-dedans, j'en ai mis quelques-uns. Il y en a qui sont très intéressants. Par exemple, les plantes. Ça, c'est quelque chose qui est bien utilisé. Les oiseaux aussi. Les arbres, tu dis, waouh, ça serait fantastique. Mais si, mettons, tu fais un bio-inventaire, tu comptes les espèces d'arbres, tu vas avoir quoi, 12, 15? Tu fais à peu près n'importe quel boisé au Québec, tu vas avoir à peu près le même nombre. Donc, tu n'auras pas assez un nombre qui va te donner une information qui va être riche. Même chose pour les papillons, c'est bien intéressant, mais les papillons dépendent beaucoup des plantes. Parce que les papillons sont des herbivores qui mangent les plantes. Donc, les bio-indicateurs classiques, les plantes, les oiseaux, l'autre qui vient, ce sont les araignées. Les araignées, c'est probablement le meilleur bio-indicateur qui existe. Là, vous allez peut-être dire que j'ai un avis biaisé. Mais c'est vraiment un excellent indicateur et je sais que je vous explique pourquoi. Premièrement, c'est pas comme les arbres ou la plupart des autres groupes. On a 706 espèces au Québec. C'est pas mal. Donc, si on a une chance d'avoir une réponse d'un groupe avec plus ou moins d'espèces, c'est avec un groupe qui en contient autant que ça. C'est dans tous les habitats qui existent, ont des araignées. Entre autres, à cause des toiles qu'ils vont construire, je vous explique ça tantôt, et le mode de chasse. On va y arriver dans quelques secondes. Ils sont sensibles aux variables environnementales. Donc, s'il fait chaud, pas s'il fait chaud, s'il y a de la lumière, si c'est ombragé, ben les espèces ne réagissent pas de la même façon. C'est aussi possible d'identifier toutes les espèces, toutes les araignées à l'espèce, donc avoir une identification qui est fiable. C'est aussi plutôt facile à ramasser. Pas extrêmement, mais c'est plutôt facile. Alors, les 700 espèces qu'on a au Québec, si elles sont toutes en même temps au même endroit, ben ça ira pas bien parce qu'ils vont se faire compétition. On risque de terminer la journée avec une seule grosse araignée à la fin. Alors, les 606 espèces ne sont pas au même endroit. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se répartir en fonction de l'espace et du temps. Puis quand je dis ça, j'ai toujours un petit frisson parce que ça me fait penser à Star Trek. Là, les gens disent « Ah, l'espace, le temps, ouais. » Vous allez voir, c'est très simple à appliquer. L'espace, quand on dit qu'elles se répartissent en fonction de l'espace, c'est tout à fait vrai. Donc, il va y avoir des espèces qui vont être dans les champs. Il y en a d'autres qui vont préférer les milieux humides, les milieux forestiers, les milieux secs, les milieux rocheux. Et ce ne sont pas les mêmes espèces. C'est souvent des espèces spécialistes, par exemple, des milieux forestiers, des milieux humides, des champs. Et donc, on voit que nos espèces, ici, ne sont pas tous au même endroit. Donc, s'il y en a beaucoup, ils vont se répartir dans des endroits qui sont, dans des habitats qui sont très différents, ce qui va être, on va être capable de supporter un grand nombre d'espèces avec des choix comme ça, de la part de nos êtres vivants, ce ne serait pas le choix avec les arbres, par exemple. Alors, ils se répartissent beaucoup avec les habitats, c'est vrai, mais ils vont aussi se répartir dans les habitats comme tels. Il y a des espèces qui ne préfèrent que la végétation arbustive. Autrement dit, ils vont vivre dans les plantes. Et en fonction de quelle plante est là, on n'aura pas les mêmes espèces. Même chose pour le sol. Il y en a qui vont aimer, par exemple, les tapis de mousse. Ceux qui aiment les tapis de mousse n'aiment pas les tapis de feuilles. Ceux qui aiment les tapis de feuilles n'aiment pas les tapis de mousse. Il y a une espèce de complémentarité là-dedans. Avec les feuilles, c'est intéressant parce qu'on peut bien s'imaginer. Ça fait une espèce d'habitat très complexe en 3 dimensions. Et souvent, les petites espèces vont aller faire des petites toiles qui sont à l'intérieur. Alors, si on n'a pas une structure complexe comme ça, ben, ils vont aller dans les mousses. Mais là, tu vois, ce ne sont pas les mêmes espèces, donc on retrouve aux mêmes endroits. Pourquoi? Parce qu'entre autres, ils vont utiliser ces endroits-là pour faire des petites toiles. Et souvent, les besoins, ce qu'ils veulent comme caractéristique d'un habitat pour faire une toile, mais si tu es dans une branche de conifère, c'est pas la même chose que si tu es dans un érable, par exemple. Il y a donc une complémentarité là-dedans. Donc, végétation arbustive, ceux qui sont dans les arbustes ne vont jamais au sol et vice-versa. Donc, encore une fois, on se sépare l'espace. Et on se sépare le temps. Et quand je parle du temps, supposons qu'on regarde une saison qu'on a complète, comme ça, du mois d'avril au mois d'octobre. Mais en fait, on sait qu'au Québec, on a 3 grands assemblages d'espèces. On en a un qui est extrêmement printanier. Au mois d'avril, rendu à la mi-mai, souvent c'est fini. Il y a des espèces qui ne sont présentes qu'au début de l'année. Même chose pour la fin de l'année, pour le mois de septembre à octobre, ça peut même aller jusqu'en novembre. On en a d'autres qui sont là. Et il y en a d'autres qui sont un peu tout le temps, pendant toute l'année, comme ça, qui ne vont pas de préférence. Donc, tu vois, en fonction du temps, si tout le monde était au même endroit, compétition, problème, difficulté de survie, mais comme ils se répartissent en fonction du temps, ça va beaucoup mieux aller pour être capable de coexister ensemble sans entrer en compétition. Alors, l'approche qu'on a eue au boisé, vous n'êtes pas surpris si je vous dis qu'on a choisi les araignées comme bioindicateur.
On a utilisé un protocole que j'ai mis au point il y a quelques années qui fonctionne très, très bien. Vous allez voir, il y a beaucoup de sens parce que ça réfère aux caractéristiques que je viens juste de vous donner. Donc, pour un habitat donné, on va faire 1 heure de battage de la végétation avec un outil que je vous présente dans 2 petites minutes. En fait, c'est une espèce de pyramide comme ça. Il y a un pot qui est en dessous. On vient frapper la végétation et toutes les espèces qui vivent dans les branches comme ça vont tomber, puis on est capable de les recueillir dans un pot. Donc, pour un échantillon donné, on va faire 1 heure de battage de végétation. On va faire aussi 1 heure de tamisage de la litière avec un tamis. Ça ici, il y a une espèce de petit grillage qui est à l'intérieur. On va mettre des feuilles à l'intérieur, on brasse tout ça. Les particules fines et les bestioles passent au travers. Ils se ramassent dans le bas du tamis. Et ça, on passe ça à l'extracteur, dans lequel c'est une espèce de pyramide comme ça. Il y a un grillage à l'intérieur, puis on met une lumière en haut. La lumière fait sécher la litière forestière et les autres petites brindilles, les petites feuilles mortes qui sont dans ton échantillon. Ils restent en haut, mais comme ça sèche, les araignées n'aiment pas ça, ils vont descendre pour les recueillir dans le pot qui est en bas. Et la 3e heure, parce que là, l'échantillon, c'est 3 heures de travail, c'est un échantillon, on va faire de la recherche à la main de micro-habitats. On va regarder, en fait, dans les endroits où ces 2 méthodes-là ne peuvent pas aller. Sous les pierres, dans le bois mort, sous les écorces, on va faire un espèce de petit blitz comme ça. Puis je vous montre en quelques secondes en quoi ça consiste. Alors, première méthode, la méthode du battoir, très simple, très efficace aussi. Alors, tout ce qui vit dans la végétation va pouvoir facilement être ramassé avec cette méthode-là ici. Donc, je me promène comme ça, je mets en face des végétaux et dans mon autre main, j'ai un bâton, je frappe dessus. En frappant, les bestioles tombent, se concentrent en bas ici. Et à 1 heure comme ça, ce qui était dans la végétation, je vais pas mal tout ramasser. Deuxième méthode, celle du tamis. Il y a un petit grillage ici, puis dans le fond, ce que je fais rapidement, je fais un nœud ici au bas. Je remplis ça ici de feuilles mortes, ça ne va pas plus loin parce que j'ai un grillage qui est ici. Et là, je remplis ça de feuilles mortes, des choses qui sont par terre. Je brasse, les petites bestioles, les particules passent au travers, se ramassent ici, dans le fond de mon tamis. Je garde ça à 1 heure, ça me fait à peu près un volume qui est gros comme ça. Je rentre chez moi et je les passe à l'extracteur. 3e méthode, je cherche du mieux que je peux avec ce que je sais. Je vais lever des pierres, je vais regarder sous l'écorce, je vais aller voir dans les arbres et j'ai mon fidèle aspirateur ici. L'aspirateur, c'est un outil qui est tout simple et qui fonctionne extrêmement bien. Il y a un tuyau comme ça qui est flexible. J'ai un petit tuyau transparent. J'arrive comme ça et j'aspire et je ne les avale pas. Pourquoi? Parce que quand je fais les deux, quand je fais ça avec les enfants, ils sont là. C'est pas un outil pour le vieux des petits déjeuners. Tu t'en viens comme ça, j'aspire et elle ne va pas plus loin ici parce que j'ai mis un petit fil qui est à l'intérieur. Et avec une taille de fil comme ça ici, on est capable de même ramasser des acariens. C'est extrêmement efficace. Tu ramasses, tu aspires, tu mets ton doigt au bout, tu as un petit pot avec de l'alcool à l'intérieur, tu souffles. Donc, tout ce que tu es capable de voir, tu es capable de le ramasser facilement avec ces 3 outils-là ici. Et ça, c'est ma méthode. C'est la méthode que j'ai mise au point qui fonctionne très, très bien. Alors, au Boisé Miner, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, effectivement, j'ai couvert toute la période. Du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, je suis allé 10 fois. Du 24 avril précisément au 29 octobre. Donc, 10 fois 10 échantillons comme ça ici, dans les habitats les plus diversifiés que j'ai pu trouver dans la place. C'est-à-dire que j'ai fait les rabières, qui est l'habitat le plus commun, la trucherie, la pinelle, le mieux etc., etc. Alors, l'idée, à travers un bioinventaire, c'est de ramasser le plus d'espèces possible, évidemment. Si on trouve des choses qui sont rares ou qu'on ne connaît peu ou pas, on vient de confirmer la mission de conservation de cet endroit-là. Il faut toujours garder l'idée que le nombre d'espèces, c'est un bon indicateur, mais ce n'est pas ultime. Ce qui est ultime, c'est quelles espèces ont été ramassées. Et ça va aussi nous donner une indication tant qu'à l'état de santé de ce milieu-là. Si on est au Boisé Miner, on travaille toute l'année, on a ramassé 4 araignées, il y a probablement un problème. Le problème, ce n'est pas la méthode, c'est probablement l'habitat. Vous allez voir, pour ne pas vous en faire, on a d'excellents résultats. Ce qu'il faut comprendre quand on va chercher des bestioles avec cette méthode-là, disons que j'y vais, mon échantillon numéro 1, très bien, j'en ai ramassé une dizaine d'adultes cette fois-là, parce qu'on est juste capable d'identifier les adultes. 10, ça va bien, tu dis, hey, on est déjà rendu à 10 dans notre bioinventaire. Parfait. Tu retournes pour une deuxième fois. La deuxième fois, tu vas rattraper une certaine proportion des choses que tu avais attrapées au numéro 1. Tu vas encore les rattraper. Si tu veux avoir monté à 20 et monter ton nombre d'espèces, ben là, il va falloir que ton effort comprenne que ce sont des espèces que tu n'avais pas encore vues. Donc, c'est des espèces que tu ajoutes à chaque fois que tu fais. Et donc, si au début, tu en avais 10, pour en avoir 10 encore, ouais, ça va être plus ça va aller dans la saison, plus ça va être difficile.
Il va falloir en ramasser pas mal pour avoir, à chaque fois qu'on y va, essayer de ramasser un nouveau nombre ou des choses qu'on n'avait pas ramassées dans toutes les fois d'avant. Et en faisant ça 10 fois, on a de bonnes chances d'arriver à la fin avec quelque chose qui va avoisiner peut-être une centaine d'espèces. Alors, juste par comparaison, si on faisait le même travail dans un stationnement, on en aurait à peu près 10. Dans un champ de maïs, on en aurait à peu près 20. Dans une forêt, un parc, si les choses vont bien, une centaine, c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Et dans les endroits qui ont été échantillonnés de façon très, très intensive, on avoisine le nombre de 200 espèces qu'on est capable de trouver avec cette méthode-là. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'on a trouvé avec tout ça? Le nombre d'espèces, là, je vous disais que 100, c'était pas mal. Moi, je suis très content avec 100. Mais en fait, on a dépassé ça, on a réussi à en ramasser 118. Donc, on a documenté la présence de 118 espèces différentes dans le boisier mineur, ce que je trouve absolument bon. Et seulement qu'avec 1297 adultes, en fait, habituellement, quand on arrive avec des chiffres comme ça ici, c'est qu'on a ramassé 5000 araignées ou plus. Mais tu comprends que si tu en ramasses 5000, tu arrives avec 118, tu as bégayé souvent, tu as ramassé souvent la même. Puis là, pour ton bio-inventaire, tu n'es pas plus avancé. La méthode que j'ai mis au point minimise ça. Autrement dit, à chaque fois qu'on y va, on augmente les chances d'avoir des espèces différentes, mais on ne ramassera pas 50 fois la même, ce qui est un avantage. Alors, plus que 100 espèces, je trouve ça absolument excellent. C'est un bon indicateur qu'on a une bonne biodiversité dans cet endroit-là, puis ça donne une valeur accrue pour la conservation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous montrer quelques exemples des choses qu'on a trouvées ici. Vous allez marquer les photos qui sont de mon collègue Gilles, sont absolument quand il y a un fond blanc, ce sont des photos de Gilles. Vous allez voir la qualité est pas mal de fun, mais la qualité des photos, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est la diversité qu'on a trouvée, parce qu'on a trouvé plusieurs choses qu'on connaissait peu ou pas au Québec. Puis on a fait quelques découvertes qui étaient pas mal de fun, je vous montre tout ça. Dans mes histoires et dans les photos aussi, ce que j'ai fait, je sors quelques points de leur biologie, parce que ce que je veux que le message que vous reteniez aujourd'hui, oui, on a attrapé 118 espèces, c'est intéressant, mais ce que je veux que vous reteniez, hey, je savais pas que les araignées dans ma cour chez nous qui ont ce comportement-là, qui font ces choses-là. Ça, vous allez voir, il y en a plusieurs histoires, les histoires sont pas mal bonnes. Alors, je commence tout de suite avec une première qu'on a ramassée. Les noms en haut, pas vraiment importants, mais ça va nous donner une indication où on s'en va quand même. C'est Araneus marmoreus. Araneus marmoreus, magnifique araignée, énorme. Tout le monde a déjà vu des Araneus dans leur vie. Ce sont celles qui font les grandes toiles rondes que tout le monde connaît. Ça, les gens savent que ça fait des toiles rondes. Le mystère, un des premiers mystères qu'il y a là-dedans, c'est comment ça se fait que ça fonctionne pour attraper des bestioles. Le secret des araignées, ceux qui font ces toiles-là en tout cas, c'est que quand ils font des toiles comme ça, ils utilisent deux sortes de fils différents là-dedans. Un premier qui part du centre, qui va vers l'extérieur, qu'on appelle les rayons. Tu peux penser à des rayons de soleil. Une fois que les rayons sont faits, tu vois ici, cette espèce-là, elle va aussi être capable de fabriquer un fil sur lequel elle va déposer des gouttes de colle. Et ce fil-là, avec des gouttes de colle, elle va faire la spirale qui fait le tour comme ça. Et quand c'est terminé, elle a simplement qu'à attendre que son épicerie arrive à la maison. C'est un peu comme le magasinage en ligne. Elle reste à la maison et elle attend que les proies arrivent. Et pour ça c'est vraiment le fun. Là, vous allez voir une belle participation ici. Moi, je m'occupe d'un groupe Facebook qui parle des araignées du Québec. À un moment donné, quelqu'un a mis ça près de Granby. J'ai demandé, c'est-tu dans le boisier mineur, par exemple? Ben oui, c'était dans le boisier mineur. C'est le fun. La personne m'a donné la permission d'utiliser sa photo. J'étais très content. Parce que ce que ça montre, c'est Araneus marmoreus, qui est collé ici sur un arbre. Comme ça. Puis vous remarquez, la patte ici tient un des fils. En fait, ce qui arrive, c'est que lorsque les proies qui se prennent dedans, ça fait brasser la toile un petit peu, et elle va être capable de sentir ces vibrations-là en gardant toujours une espèce de petite patte, comme ça, un contact constant avec sa toile. Donc, quand ça brasse, elle est capable de sortir de là pour une fois. Autre chose intéressante avec cette espèce-là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai bien regardé Pierre de dans le champ parce qu'il ne se ressemble pas du tout. » Effectivement, Araneus marmoreus ne se ressemble jamais. C'est l'une des espèces les plus variables. La coloration dans cette araignée-là, regardez, et ça, c'est toute la même. Alors, tu vois vraiment, vraiment, vraiment différent. Mais c'est toute la même qui est ici. Puis le fait le plus inusité qui est là-dedans, que je trouve très drôle, ça, c'est pas une photo à moi, c'est une photo que j'ai prise sur Internet. Ça montre ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous remarquez que les femelles sont pas mal plus grosses que les mâles. Et qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver au mâle si le mâle va voir une femelle comme ça, puis mettons que la femelle n'est pas de même? Il risque de se faire manger. Alors, ce que ces araignées-là font, ces mâles-là vont faire, ils vont chercher des grosses toiles rondes dans lesquelles il y a une femelle à l'intérieur. Et ce qu'il va faire, il va faire une espèce de petite chanson sur le fil qui est en bas. Par exemple, je vais voir l'Araneus, oh, belle toile, j'arrive ça, puis oh. Mais là, moi, je suis pas sûr que c'est la bonne espèce qui est dedans, parce que les toiles, ça ressemble pas mal. Ce qu'il va faire, ça va sur le bord. Il va faire une petite chanson, il va faire, par exemple, tim, 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 tim. Et là, il est
Pas de réponse, on recommence. Pas de réponse, on recommence. Si entend, ah, c'est la bonne femelle, elle est capable de monter. Et ça va éviter que s'il fait la réponse est oh, pas la bonne espèce, on ne montera pas là-dedans. Comme ça, chaque espèce d'Araneus a une espèce de petite chanson comme ça qui va être capable de jouer sur le fil pour s'assurer que c'est la bonne espèce de femelle qui est à l'intérieur. Je trouve ça extraordinaire. Vous ne saviez pas qu'il y avait des araignées qui faisaient des chansons dans votre cours, maintenant vous le savez. Autre espèce incroyable, Pteridosoma gemosum, qu'on a trouvé dans le parc. Tout ce que je vous montre, c'est des choses qu'on a trouvées dans le bois. Donc, c'est pas très, très connu. Autrefois, on pensait que c'était une très grande rareté. Maintenant, on a plus cette idée-là parce que, en fait, on pense qu'elle est difficile à trouver à cause de sa taille. Souvent, le sac d'œufs qu'elle va faire, c'est très typique. Ceux qui font beaucoup de nature, on trouve ça souvent, se demandait c'était quoi. C'est le sac d'œufs de cette minuscule-là, espèce-là qui fait 2 mm. Et c'est une espèce qui se tient dans les forêts sombres. Et elle fait une espèce de toile ronde comme ça. Elle appartient à un groupe qui fait aussi des toiles rondes qui sont minuscules. C'est gros à peu près comme ça. Et ce qui est extraordinaire, on va la reconnaître aussi parce qu'elle n'est pas, tu vois, il manque des petits bouts, il y a une section manquante au centre. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Ce qui est extraordinaire de cette espèce-là, c'est qu'elle va s'en aller à proximité. Elle va ajouter un fil au centre comme ça. Elle va tirer sur le fil pour mettre la toile sous tension. Et s'il y a quelque chose qui vole en avant, elle va relâcher pour faire une espèce de mouvement de toile comme ça pour être capable d'aller happer les proies qui volent en avant. Pour quelque chose qui est gros comme ça, c'est sûr que ça augmente l'efficacité parce qu'on réagit avec quelque chose qui se promène en avant. Mais cette adaptation-là va être capable de lui donner une espèce de swing à sa toile pour augmenter ses captures. Pas mal bon. Et le mâle, Pteridosoma gemosum, en fait, lui, est vraiment très, très, très équipé. On se demande presque comment il fait pour marcher avec ça. Mais c'est une des seules qui a cette espèce d'attribut-là aussi énorme. Alors, quand on voit ça sur le terrain, on a une bonne idée. Oh, la suivante, c'est une histoire qui n'est pas du tout dans le même genre. C'est une espèce qu'on a découverte il y a quelques années, en 2006 en fait. On l'a publiée, décrite en 2007. Et elle s'appelle Agineta shefferdiana. Alors, on venait d'arriver dans le coin, on trouve une espèce pas décrite, on s'est dit, hey, on décrit ça. C'est dit, Shepherd va être tellement content. Là, ça fait peut-être 12 ans que je suis en négociation pour une espèce d'exemption de taxe. Rien à faire. Alors, Shepherd n'est absolument pas reconnaissant qu'on ait nommé une espèce en l'honneur de cette ville-là. Autre un peu dans le même genre, il est rendu maintenant dans le genre Antrobia, Yamaskensis. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce qu'elle a été trouvée dans le parc de la Yamaska. Alors, c'est une espèce qui est rare. On l'a trouvée au Boisé Minor, mais on ne la voit pas souvent. Probablement à cause de sa taille, ça fait entre 1 et 1,1 mm de taille pour les adultes. Imaginez les bébés, c'est vraiment beaucoup plus petit. Et assez rare aussi, et c'est probablement une espèce qui est associée aux litières forestières d'érablières. Une autre s'appelle Elaver excepta. C'est vu, donc on l'a trouvé au Boisé Minor, c'est vu pour la 3e fois au Québec. Elle était très abondante dans les conifères très, très tôt au printemps. Alors ça, c'est peut-être l'indice qui fait pourquoi on l'a manqué, pourquoi on ne savait pas que ça existait, ou c'était peut-être plus commun qu'on pensait au Québec. Si tu manques le pic de printemps, c'est une espèce que tu ne reverras pas dans l'année suivante. On a trouvé aussi Cyclosa conica, qui reste cette petite araignée ici, qui fait une toile ronde aussi. C'est dans la famille des araignées, ceux qui font des toiles rondes. Et la toile ronde, elle est un peu bizarre parce que on regarde au centre, on dirait qu'il y a une espèce de petite bande qui est là. Ça, c'est l'intérêt de la capture, parce que c'est une espèce qui, imaginez-vous donc, c'est pas une petite bande de toile qu'il y a à l'intérieur. Quand tu regardes ça de loin, ça a l'air un peu, on sait pas trop ce que c'est, mais quand on grossit, on finit par comprendre ce que c'est. Alors, tu vois ici, l'araignée, elle est là, comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va aligner les déchets de ses proies, comme ça, vers le haut et vers le bas. Elle va se cacher en plein milieu de la toile, comme ça, ici. En fait, c'est une structure, l'araignée est ici, et ça, c'est la même photo, mais avec la même toile avec un fond différent. L'araignée est ici. Ce qu'on voit ici en haut, ce sont les vieux cadavres, comme ça, qu'elle a dévorés et qu'elle a mis dans sa toile pour la décorer. En fait, c'est une drôle de décoration. Peut-être pour l'Halloween, ça fonctionnerait. Mais elle se cache, en fait, là-dedans. Et quand on regarde ça, cette espèce de ligne continue-là, l'araignée devient très difficile à voir. C'est un mécanisme de camouflage. Alors, vous ne saviez pas qu'il y a des araignées qui se cachaient avec leur vidange dans votre cour. Une autre assez jolie qu'on voit plus souvent, Calylepis plutôt. C'était connu juste de l'Outaouais. Et maintenant, c'est connu de Granby. C'est une espèce qui se nourrit de fourmis, qui habituellement est dans des milieux secs et très chauds. Et on a réussi à la trouver dans le Boisé Minor, sous une roche au soleil, en dessous d'une espèce de couche de mousse. Donc, ça correspond à l'habitat, mais distribution plus grande qu'on pensait. La suivante est une grande vedette pour tous ceux qui ont peur des araignées.
C'est la plus grosse araignée qu'on a au Québec, qui s'appelle Dolomodes tenebrosus. Le corps, quand on donne une taille d'araignée, on ne prend jamais les pattes, parce que les pattes, c'est trop extensible et tout ça. La norme, c'est qu'on prend la mesure de son corps d'un bout à l'autre, puis elle fait presque 3 cm de baissée. Alors souvent, j'ai des gens qui mettent des photos, on est envahi, puis là, l'araignée faisait 4 pouces. 4 pouces, mais là, c'est avec les pattes. Grand comme ma main, ça, on entend ça souvent. En fait, quand on regarde la réalité, hein, la psychologie fait dériver les choses souvent, les gens imaginent ça plus gros que c'est en réalité. Alors ça, on a trouvé ça, la plus grosse araignée au Québec, on l'a trouvé ici au Boisé Mineur. Ce qui est particulièrement surprenant, c'est que ce sont des mamans qui sont très, très, très dévouées. Ce que je vous montre ici, c'est une maman. Là, si ça vient du Boisé Mineur, c'est vrai, c'est pas une balle de golf qu'elle a volée. Ce qu'on voit ici en dessous, c'est son sac avec ses œufs qu'elle a mis à l'intérieur. Donc, les mamans vont faire des sacs d'œufs comme ça, qu'ils vont transporter pendant à peu près 2 semaines pour être sûr que les sacs ne sont pas attaqués ou mangés par d'autres prédateurs. Et puis, tu vois, le sac est tellement gros qu'elle est obligée comme se tenir sur le bout des pattes pour être capable d'avancer avec ça. Ça, c'est vraiment du dévouement. Puis en fait, après, elle va s'en aller, elle va construire dans les plans de base une espèce d'immense toile, mais comme tout du fil qui va envelopper la toile, puis elle va mettre son sac d'œufs en plein milieu, puis elle va souvent se positionner en haut, puis elle va le garder jusqu'à temps que les bébés sortent et éclosent. Alors, les gens ne pensent pas ça. Souvent, les femmes, c'est drôle parce que les araignées, non, mais quand tu dis, il y a des mamans dévouées, oh, là, c'est le fun, ça fait une espèce de petit brin de sympathie un peu plus. Mais c'est une absolument magnifique araignée. Et il est connu aussi pour son régime alimentaire. C'est pas la même espèce, je ne l'avais pas, mais c'est le même genre d'alimentation. Ils se nourrissent de petits poissons. Souvent, les petits poissons. Ils sont capables d'aller les pêcher. J'ai pas de photo de ça de Dolomodes tenebrosus, mais ils font exactement la même chose. La suivante, très, très jolie. Chinatus parvulus. Vraiment une petite allure comme ça. Ça aussi, les gens habituellement les aiment beaucoup parce qu'avec ces grands yeux-là, on dirait qu'ils nous regardent. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils font. C'est une des rares araignées qui a une bonne vision, qui est capable de faire la mise au point sur ce qu'elle regarde. Chinatus parvulus, c'est la 3e fois au Québec qu'on la trouve. On a trouvé ça ici. Je vous montre un mâle et une femelle parce que oui, il y a un dimorphisme sexuel. Ça veut dire que les deux, le mâle et la femelle, ne sont pas exactement similaires. Ils se ressemblent un peu. Et dans ce cas-là, l'espèce de veillure sur l'abdomen est très, très, très différente. Et je vous montre ça parce qu'on a réussi à photographier une scène que je trouve vraiment très, très drôle. Allez voir. Alors, c'est une altercation entre un mâle et une femelle Chinatus parvulus. Un qui dit, c'est à cette heure-là que tu rentres? Ben là, ben oui, il y avait du travail sur le 10. Alors, tu vois ici, même les petites bestioles comme ça, en fait, quand les mâles s'alticidés rencontrent les femelles, souvent, il y a toute une gestuelle et une danse pour permettre éventuellement l'accouplement, mais ça ne va pas toujours bien. Ça, on n'a pas été capable de le voir, mais cette espèce de réaction-là pour une espèce rare, moi, je suis très, très, très content de voir ça. Une autre célébrité, ça, c'est pas rare du tout, c'est très commun, sûrement que ça va vous dire quelque chose. Si vous avez des plates-bandes à la maison, vous avez des fleurs, vous avez déjà probablement déjà vu ça. Misumena vassia, qui est une magnifique araignée avec une espèce de bordure rouge, orange, des fois c'est blanc. C'est une des rares araignées qui est capable d'adapter sa teinte aux fleurs qui sont derrière, donc à la teinte des fleurs. Si elle est sur une fleur jaune, elle va tirer vers le jaune. Si elle est sur une fleur blanche, elle va tirer vers le blanc. Ça prend quelques jours, mais c'est une des rares araignées qui est capable de modifier sa teinte. Ça, c'est intéressant en soi, mais je vous la montre parce que je trouve ça aussi très drôle. Ce que vous avez ici, c'est une femelle Misumena vassia. Et la petite affaire que vous voyez sur son dos, c'est le mâle. D'ailleurs, on peut voir les petits guard-box qui sont ici comme ça. Alors, c'est un autre cas où la femelle et le mâle ne sont pas du tout de la même taille. Si M. Misumena est trop pressé et qu'il va voir Mme Misumena, ben, ça ne va pas bien aller. Puis sur le terrain, c'est très, très, très commun qu'on trouve des mâles Misumena, il leur manque 1, 2, 3 ou 4 pattes. C'est parce qu'ils ont été trop pressés, ils n'ont pas attendu que la femelle soit réceptive. Alors, certains mâles dans cette famille-là ont trouvé le truc parfait. Ils vont demeurer sur le dos de la maman jusqu'à temps qu'elle soit consentante pour vouloir s'accoupler comme ça. Puis étant sur le dos, ben, la mère n'est pas capable de se retourner pour l'attraper et le dévorer. C'est quand même une belle adaptation évolutive. Les myrmécomorphes. On a trouvé 2 espèces myrmécomorphes dans le parc. Là, on dit, qu'est-ce que c'est? Myrméco, ça veut dire fourmi. Morphe, forme. Ce sont donc des araignées qui vont imiter la forme des fourmis. On en a trouvé une qui est très rare. Synageles noxiosus, on voit à peu près jamais ça. Et ça, là, c'est une photo dans un petit bol comme ça. On comprend que la coloration de l'espèce de petite bande blanche qui est là, c'est pour essayer d'imiter le fait d'avoir 1 boboule, 2 boboules, 3 boboules, comme les insectes, disons. Ils sont faits sur le modèle A3. Ici, tu vois avec cette bande blanche-là. Et quand ils se marchent, quand ils se déplacent, les mouvements qu'ils font, c'est vraiment les mouvements qui vont imiter les images des araignées. Des fourmis, pardon. Donc, cette araignée-là fonctionne très, très bien pour imiter les fourmis. On l'a trouvée une fois dans le boisé. Puis il y en a une qui est extrêmement commune. Castionera cingulata.
beaucoup plus grosses. En fait, ça ressemble c'est de la taille d'une reine fourmi. Et quand on regarde, on fait juste brasser les feuilles mortes un petit peu, surtout au printemps. Il y en a beaucoup de ça. Donc, on a trouvé des araignées qui imitent les fourmis. Et ça, c'est pas juste à Bornéo, c'est vraiment au Québec. On en a 2 ici qu'on a trouvé au boisé mineur. Iptiotes cavatus. Ça, c'est vraiment une araignée étrange. On n'a pas vu ça souvent. En fait, je pense que c'est la 2e fois au Québec qu'on voit ça. Une toute petite araignée vraiment, vraiment bizarre. Dimorphisme sexuel très, très, très prononcé. Ça, c'est le mâle. Et le mâle n'a pas beaucoup de poils, il a des écailles. Ça, on ne voit pas ça souvent chez les araignées. Absolument extraordinaire, elle fait des petites toiles en triangle. Donc, quand on voit ça, ça donne directement une idée qu'on a affaire à Iptiotes cavatus comme ça. Alors, je pense que c'est la 2e fois au Québec. C'est pas l'espèce qui est commune. On en a une autre au Québec. On a trouvé ça au boisé, qui est Iptiotes gertzi. Mais le cavatus, c'est la 2e fois au Québec qu'on trouve ça. Ils font des petites toiles triangulaires, puis elles ont l'air d'affectionner les conifères, du moins. Ici, c'est ce qu'on a trouvé. Une autre araignée extraordinaire, Mimetus nocius. Magnifique bestiole. Magnifique photo aussi. Dans toute sa splendeur. Et celle-là, je vous la mets parce que imaginez-vous donc que c'est une araignée qui se nourrit d'araignées. On les appelle les araignées pirates. En fait, elles ne mangent que des araignées. Ouais, tu l'as dans le calendrier, je vois que c'est en plein ça. Ben, tu vois, ça, c'est écrit ici au boisé mineur. Et c'est donc une araignée qui ne mange que des araignées. On a vraiment quelque chose de particulier. C'est rarement vu, on ne les voit pas souvent. Les saltidés, ce sont souvent les préférés des gens. Je montre un petit collage de 4 espèces qu'on a trouvées. Les gens les trouvent très mignonnes. Et Ocos, Entiamitrata, Naphris pulex, Phytopus whitmani, Pellegrina, Flaviceps. Alors, c'est minuscule, ce sont des araignées qui ont une très, très, très bonne vision. Alors, elles ont de grands yeux, c'est vrai. La plupart des araignées ne voient pas grand-chose, mais elles sont capables de faire des mises au point extrêmement intéressantes. Et la dernière que je vous présente, c'est la découverte, celle que je ne pensais pas faire. Et celle-là, vraiment, je suis content de l'avoir trouvée. C'est une araignée qui s'appelle Taranucnus omnites. Ça ne dit rien à personne, c'est sûr. Ça avait été vu une fois au Québec, seulement. Et c'était une mention douteuse des années 70 de Saint-Hippolyte. Vous allez voir pourquoi je dis que c'était douteux. Et je vous la montre avant. Elle est pas mal jolie. Une espèce de petit sablier comme ça sur son dos ici. Ça, c'est vu pour la 2e fois seulement au Québec. J'en ai trouvé plusieurs. Là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, comment ça se fait qu'elle est au Québec et qu'elle est dans le boisé mineur? C'est une araignée qui est troglophile. En fait, c'est une araignée qui aime les cavernes. Quand je travaillais au Tennessee, un petit peu plus au sud, j'en trouvais souvent dans les cavernes, dans les entrées de cavernes. Donc c'est quelque chose. Mais au Québec, il n'y a rien qui est vraiment associé aux cavernes à cause de notre histoire glaciaire, c'est une autre histoire. Mais au Québec, on avait vu ça une fois. Ici, au boisé mineur, j'ai trouvé une super belle population, tout ça. Pourquoi j'en ai trouvé là? Mais quand on regarde, quand on se promène dans les sentiers, c'est une des premières choses que moi j'ai remarqué en rentrant là-dedans. Il y a des espèces de caps-rochers. Les caps-rochers sont très érodés. Et ce qui fait qu'en sorte que il y a des gros rochers comme ça qui se sont empilés, qui se sont brisés avec une centaine d'années, qui font une espèce d'accumulation de pierres. Et quand tu soulèves ça à l'intérieur, ben, ça ressemble à une petite caverne, bien sûr. C'est trop petit pour être vraiment qualifié de caverne. Et pour un organisme qui aime les endroits sombres, en fait, c'est l'endroit idéal. Donc, j'en ai trouvé une super belle population, mâles et femelles. Ici, on a une femelle. Et ben, je l'ai trouvé simplement en levant les roches, en me disant, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant en dessous. Alors, quand je parlais au début, des fois que la recherche par microhabitat fonctionne bien, ça, c'est un cas que si on avait juste fait du battage, juste du tamisage, on n'aurait jamais trouvé ça. Et maintenant, ben, on peut dire que cette espèce-là demeure ici à Granby parce que dans notre boisé mineur, on a des structures qui, pour ces bestioles-là, ressemblent à de petites cavernes. Et quand on parle de documenter la diversité, c'est exactement ça qu'on veut dire. Si on n'avait pas eu ce micro-habitat-là, c'est certain qu'on n'aurait jamais eu Taranucnus comme ça. Il en reste une dernière que je n'ai pas réussi à identifier. Je montre ma méthode de travail. Alors, ce que j'ai fait, c'est une minuscule araignée, c'est 1 point quelques millimètres. C'est une femelle. En fait, une femelle, oui, j'en ai trouvé 2. Cette structure-là ici, qui est son épigyne, je n'ai pas réussi à savoir ce que c'est encore. Je n'ai pas peut-être encore travaillé fort. Ça veut dire 4 choses, 4 possibilités. C'est soit quelque chose qui est connu du Québec, mais je ne l'ai pas encore reconnu. J'ai peut-être mis 2-3 heures dessus, puis ça n'a absolument rien donné. Il va falloir que je travaille plus fort que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une nouvelle mention pour le Québec, une espèce qui existe déjà, mais qu'on n'avait jamais trouvée dans notre province. C'est peut-être une nouvelle mention pour le Canada, très possible. J'ai fait il y a quelques années la liste des espèces du Canada, donc en théorie, on sait tout ce qu'on a au Canada. Je vais voir si c'est pas dans le Québec, c'était dans le Canada, mais ça peut aussi être carrément quelque chose qui est nouveau pour la science. Ça veut dire qu'aucun humain a vu avant.
Et il en reste encore pas mal, des petites crottes comme ça, les minuscules, 1 mm, 0,8 mm. C'est petit, et plus c'est petit, plus ça a chance de passer inaperçu jusqu'à date. Mais on a donc encore quelque chose que j'ai à faire avec la liste des espèces. Ça ici, on va peut-être en ajouter une 119e, qui sait, ou peut-être un jour être capable de la décrire, mais je commence à en avoir plusieurs comme ça qui sont nouvelles pour la science. J'ai un tiroir chez moi où je les mets. Il va falloir que je m'y mette pour essayer de donner des noms à tout ça, parce que tant qu'elles n'ont pas de nom, tant qu'elles n'ont pas été décrites, elles n'existent pas scientifiquement parlant. Elles existent chez nous dans ma collection, mais ça donne pas grand-chose. Il faudrait vraiment être capable de publier, de sortir ce travail-là pour donner la pleine valeur à ces choses-là. Alors, en conclusion, on a réussi à ramasser 118 espèces, c'est excellent. Et il y en a probablement facilement une 50aine d'autres que je n'ai pas réussi à trouver. Ils sont là, je ne les ai juste pas trouvés. En fait, il y en a 10 de plus, c'est sûr. En fait, pourquoi je dis 10 de plus? Parce que j'en ai au moins 10 que j'ai ramassé quelque chose. Je sais que je n'avais pas trouvé avant, mais c'était des bébés, c'était des immatures. Donc, je ne suis pas capable de les identifier de façon formelle, donc je suis obligé de les mettre de côté. Mais il y en a au moins 10 encore. Et on a plusieurs deuxième et troisième mentions. Ça, c'est particulièrement intéressant. Ça montre, en fait, qu'on a des choses qui sont intéressantes dans ce boisé-là. Et ça donne une valeur, donc, à ce boisé qui abrite des choses qu'on connaît peu ou pas, ou qui sont des espèces qui sont rares. Alors, je vais encore travailler là-dessus, je n'ai pas tout à fait terminé. Et je vous annonce que le rapport, en fait, va être publié dans la revue Hutchinsonia. On va essayer de faire ensemble, de faire un bon travail. Et ça va être disponible en ligne. Avec toutes les photos que je vous ai montrées, on va en rajouter d'autres aussi. C'est une information qui va être gratuite. Et si ça vous intéresse, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes là-dedans, mais l'information va être disponible gratuitement en ligne. Là, j'ai presque fini. Avant de terminer, il y a quelques petites surprises que je vous donne en plus, parce que vous êtes trop gentils. Alors, quelques surprises additionnelles. Dans mon travail, où je faisais de l'extraction de litière, je travaillais dans la litière, on a aussi ramassé d'autres bestioles qui ont attiré mon coup d'œil. On a ramassé plusieurs espèces de pseudo-scorpions. Les gens ne savent pas qu'on a ça, ben oui. Et dans le parc, ici, à l'œil, j'ai vu au moins 5 choses différentes. Puis habituellement, quand j'en vois 5 différentes, ça veut dire qu'il y en a probablement 10. Et c'est très, très peu connu encore au Québec, au Canada. Il n'y a personne vraiment qui a commencé à travailler sur ce groupe-là. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à travailler avec moi. On va commencer à travailler. Là, il y a les échantillons. Je vais avoir les réponses dans quelques temps, mais sachez qu'on a des pseudo-scorpions ici dans notre boisé. Ça ici, tiens, je vais vous poser la question, ça irait dans quel groupe cette affaire-là? C'est pas un insecte, il y a une patte qui est brisée ici. Ça irait dans quoi? Non, c'est un nœud papillon. Ouais, un nœud papillon. L'affaire, c'est que c'est un microscopique petit papillon. Les adultes font 1 mm. Le genre, c'est Crosbicus. Et Crosbicus, à date au Canada, a été vu une seule fois. C'est la 2e mention canadienne. J'en ai trouvé 2 ici dans l'extraction. Vraiment intéressant d'être capable de montrer qu'on a des choses. Donc, quand on a un œil comme ça, puis je vois des choses intéressantes que je pense être intéressantes pour la science, ben, je les mets de côté, puis je vais essayer de pousser ça. On est encore dans les arachnides, donc on n'est pas loin de mon groupe. Et je mets ça aussi pour vous montrer la qualité de photo de Gilles par rapport aux miennes. Là, moi, je suis capable de le documenter, mais c'est vraiment une mauvaise photo. Et on a aussi trouvé, dernière bestiole, celle-là ici, qui est particulièrement étrange. Quelqu'un a une idée de qu'est-ce que c'est? Oui, probablement. En fait, l'indice, c'est ça a 26 pattes. C'est un myriapode. Mais un myriapode, c'est une patte d'une famille qui a été vue en fait, c'est la 2e fois qu'on voit la famille au Québec. On ne sait pas encore c'est quelle espèce, mais j'en ai ramassé plusieurs. C'est la famille des polyxénidés. Les polyxénidés ont un aspect vraiment particulier. Quand j'ai vu ça, j'ai aucune idée ce que c'est. En retournant de côté, en comptant les pattes, en rappelant ce que je demande aux enfants pour identifier les grands groupes, je disais, avec 26 pattes, ça devient plus facile. Alors ça aussi, on va documenter ça. C'est une surprise additionnelle. Vous n'avez pas payé pour les araignées. Vous avez payé pour les araignées, mais pas pour ça. Mais là, on va avoir quand même un petit surplus qui va être intéressant avec ces informations. Ça termine ce que je voulais vous présenter ce soir. On est rendu à notre période de questions. Et c'est une de mes araignées préférées. C'est parce que quand tu la regardes, elle a l'air extrêmement fâchée. Avec ces petits sourcils comme ça qui sont foncés. Alors, si vous avez des questions sur ce que j'ai présenté ce soir, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Et puis, les questions sont difficiles habituellement, plus longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le micro a commencé, donc. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais allumer la lumière, puis lever la main, parce que pour le bien de tous, qu'on puisse bien entendre les questions. Donc, levez la main, puis parlez dans le micro, s'il vous plaît. 1, 2, 3.
Oui, bon, vous parlez de mettons, deuxième apparition ou Deuxième mention, oui. deuxième mention. Mais là, vous avez étudié le territoire du boisé magna. Si vous allez dans un autre territoire boisé à 20 km d'ici, dans Saint-Paul ou peu importe, et si vous faites la même genre de recherche, vous avez beaucoup de chances de retrouver les mêmes espèces. Effectivement. Avec une troisième mention, une quatrième mention. Oui, mais là, à partir de 3 ou 4, ça devient moins intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé tout ce qui était connu du Québec. J'étais allé travailler à la Collection nationale, on a tout compilé ça. Donc, chaque fois qu'on trouve quelque chose, je sais, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit à peu près jamais? Est-ce que c'est quelque chose qui est très, très, très commun? Puis à partir de 3 ou 4, 5 fois que c'est vu, oh ben là, ça commence à perdre l'intérêt. On soupçonne que ça doit être un peu partout. Ce qui est surprenant, c'est que ça, c'est ce qu'on pense. Ce qui est surprenant, c'est à quel point on connaît peu les choses. Ça arrive très, très souvent qu'on trouve, deuxième mention. Comment ça se fait qu'on l'a jamais vu avant? Comment ça se fait? Vous allez me dire que c'est souvent parce qu'on ne regarde pas pour les petites choses, les gens ne prennent pas ces méthodes-là pour les trouver. Mais c'est sûr que si on a une proximité physique, ici, puis 20 km plus loin, on a de très, très bonnes chances. Par contre, si on va 20 km plus loin, on va dans une forêt où il n'y a pas ces accumulations de pierres-là, là, on ne va pas plus. Donc, tu vois, c'est une espèce de balance comme ça entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de cumuler le plus de données pour être capable de savoir c'est quoi l'habitat, est-ce que c'est quelque chose qui finalement est très commun. Mais il y en a quand même pas mal des inventaires qui se sont faits avec les années. Et c'est encore surprenant que des fois, on trouve des choses qui n'avaient jamais été vues au Québec. Et il y en a encore pas mal de ces choses-là. Alors, deuxième mention, troisième, en haut de ça, ben là, je commence à diviser ça, ben là, ça perd un peu de son. Votre question est bonne, elle est rigoureuse, mais elle est bonne. Vous avez raison. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont rares ou parce qu'on n'a jamais regardé. Mais c'est un mélange des deux. Hein? Ouais. Si on n'a jamais regardé, tout est rare. Il y a quand même des choses qui se sont faites au Québec et découvertes. Ici, un des meilleurs vidéos inventaires, on a fait ça avec Alain il y a quelques années, c'était dans le parc de la Yamaska. Gros inventaire, on a ramassé beaucoup de matériel, puis on a trouvé énormément de nouvelles choses. Mais là, depuis ce temps-là, il y a d'autres gens qui ont acheté. Donc, plus tu cumules des connaissances, plus ça devient difficile de trouver des choses qui sont rares aussi. Mais on n'en est pas encore là. Quand j'ai fait le livre des araignées du Québec en 2003, le nombre d'espèces, c'était 623 pour le Québec. On est rendu à 706. Ça veut dire qu'on en a ajouté comme pas mal en peu de temps, en fait. Et c'est sûr que s'il n'y a personne qui regarde, ça va jamais. Combien il y en a d'autres en Yamaska, juste pour voir? Je pense qu'on était à 235. Ouais, mais on avait travaillé fort, là, on n'a pas 1000 spécimens, on avait quelque chose comme 9000 spécimens. Oui, c'est ça. Wow. C'est pas une personne qui a fait ça, c'était une équipe. OK. Vous parlez de 50 000 espèces. Oui, 50 954. Oui. Mais est-ce qu'il y a une banque de données qui regroupe tout ça ensemble? Parce que pour nommer une nouvelle espèce, il faut être certain qu'elle a beaucoup de valeur. Bien, être certain. Donc, On essaie de s'assurer ça, oui. La chaîne de machin, Oui, Yamaska machin. vous vérifiez les 50 000. Non, parce qu'on sait dans quelle famille elles vont. On sait ce qui est connu. Donc, quand tu trouves quelque chose que tu penses qui est nouveau, la première chose à faire, c'est de regarder proche. Donc, au Québec, qu'est-ce qu'on a? Au Québec, on est chanceux, on a des bons outils. Si ça, là, on va aller au Canada, c'est quand même pas si mal. Mais c'est très possible que ce que je trouve ici a été importé par erreur de Chine, qu'elle arrive. Là, je la décris, quelqu'un l'avait déjà décrit en Chine. Personne meurt avec ça. On appelle ça un synonyme. Le nom, il va disparaître. Ça, quand on s'en rend compte. Donc, c'est comme ça que les connaissances avancent. Et avec un site web comme ça, on est très chanceux en archéologie, on a des gens qui, depuis les années 40, ont travaillé très fort pour faire une espèce de répertoire mondial de tout ce qu'on connaît. Et puis, quand tu as quelque chose de nouveau, ben, tu ne publies pas ça comme ça. Tu écris ton article, tu l'envoies à réviser, puis ils ne pas envoyer ça aux personnes de la planète qui connaissent le mieux le groupe. Il y en a qui vont dire c'était complètement, regarde, ça en est. Mais ça, aujourd'hui, ça arrive plus parce qu'on a des bons outils pour essayer de prévenir. Mais à l'époque, c'est arrivé souvent. La même araignée a été. Marmorius, entre autres, c'est un bon exemple. Et là, si tu regardes dans la liste de synonymes, je pense qu'il y a 50 synonymes pour cette espèce-là, parce que chaque fois que les gens voyaient une autre couleur, ils disaient c'est une autre affaire. Jusqu'à temps que les gens découvrent que les génitalia, la structure des pièces génitales, ça, c'était beaucoup plus fiable que la couleur. Mais ça, c'est des connaissances qui progressent. Excellente question. Oui, je me demandais, après avoir fait la collecte d'araignées, est-ce que vous les retournez à la nature? On ne peut pas vraiment les retourner parce que pour être capable de les observer au microscope, il faut les tuer. Si je veux les regarder au stéréoscope, regarder les pattes des membres, la structure des femelles, même s'ils sont vivants, maintenant que je leur demande, pourrais-tu, s'il te plaît, rester là, le temps que je t'examine, ils n'écoutent jamais. Fait on fait. La procédure, c'est comme ça. On les met dans l'alcool. Dans l'alcool, ça les préserve. Et ce que ça donne quelque chose comme ça.
Ça, c'est une partie des spécimens de l'étude. Tu vois, c'est une petite fiole dans laquelle il y a de l'alcool, il y a le nom, les données, puis la bestiole est à l'intérieur. Donc, on les garde aussi. Pourquoi? Parce que la méthode scientifique, c'est comme ça. Moi, j'arrive, j'ai trouvé Taraniclus, puis supposons qu'il y a quelqu'un qui me dit ah! Hé Pierre, moi, tu fais trop plein d'erreurs, je veux vérifier ça. Et certainement, les spécimens sont là, tu peux le garder. Si tu arrives à une autre conclusion, dis-moi là, par exemple, on va essayer d'ajuster les choses. Mais habituellement, donc quand tu fais une démarche scientifique comme ça, avec tout le travail qu'il y a en arrière, on regarde des spécimens pour assurer ses arrières aussi. Là, tu dis, oh, c'est terrible, j'ai ramassé 1200, 1300 araignées. Les 300 araignées, c'est rien. C'est une infime proportion de ce qui vit là-dedans. Et en fait, on n'a peut-être pas beaucoup plus d'impact que quelques petits oiseaux qui ont faim une journée. Si on est là et on rase de boisé, là, c'est une autre chose. Mais à ramasser comme ça quelques-unes, je ne pense pas vraiment que j'ai d'impact. Si je pensais que j'avais un impact négatif sur la faune, je ne ferais probablement pas ce travail-là. Mais je sais que les quelques spécimens que je préserve vont peut-être être une bonne excuse pour dire « Hey, on a quelque chose d'intéressant ici, on va mettre comme ça des efforts supplémentaires pour bien conserver cette affaire-là. » Donc, c'est un petit échange qu'on fait en ramassant quelques spécimens pour assurer qu'on a une bonne valeur de conservation. J'ai une question, merci beaucoup, c'est super intéressant. Pas le droit, Ben, je vais tout laisser faire une phrase avec une question. Je veux savoir les changements climatiques qui influencent la migration des populations dans le nord, comme on peut voir avec les biologistes. Je veux savoir pourquoi tu vas suivre tout ça. Je veux savoir aussi si la science citoyenne pourrait amener à participer à une reconnaissance. Première chose, les changements climatiques, ça c'est une question qui revient toujours. Je crois aux changements climatiques. Ma sœur est une des personnes derrière le modèle mathématique là-dedans. Le problème qu'on a, c'est qu'on pointe souvent les changements climatiques alors qu'on n'a aucune qualité d'idée de ce pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe? Autrement dit, moi, tu vois, depuis 2003, j'ai ajouté peut-être pas loin d'une centaine d'espèces pour le Québec. Est-ce que c'est parce qu'il y a les changements climatiques? Je ne suis pas prêt du tout à dire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de connaissance solide en passant. Donc, si je trouve quelque chose de nouveau, est-ce parce que c'est nouvellement arrivé ou parce que personne n'a regardé? Pas de franchement. Pour les araignées, c'est extrêmement difficile. J'ai fait une fois pour m'amuser une espèce de tableau où je disais, OK, quels sont les possibles sur toutes les nouvelles qu'on a au Québec depuis mettons 25 ans? Il y en a une qui a un potentiel de dire, ah, c'est peut-être parce que c'est un peu plus chaud qu'avant. Mais j'ai beaucoup de difficultés parce que souvent, à admettre que ça fonctionne aussi simplement que ça, les choses qui fonctionnent bien, tous ceux qui font des changements avec des espèces claires, il y a un gars à Québec, entre autres, qui fait ce genre de choses-là, les données sont là, ça supporte très bien, j'ai pas de misère à mettre ça. Quand on pointe ça comme première raison, je suis toujours un peu furieux là-dessus. Dire que c'est les changements climatiques qui font ça, un instant. On va aller chercher les données derrière et puis démontre-moi-le que c'est quelque chose qui est nouveau. Il y a deux exemples que j'ai que moi je peux observer. Quand j'étais petit, moi j'étais un amateur de papillons, vous l'avez vu tantôt. Il y avait une affaire au Québec qu'on n'avait jamais trouvé. Un gros papillon tibien, papillon bébé, jaune et noir. J'avais ça dans mon livre. Le spécimen ramassé en 1898, jamais vu depuis, un perdu. J'ai ramassé les papillons, ça fait comme une dizaine que je vois. Ça, oui, là, je suis capable, on a une espèce de monitorat pour dire, ouais, il y a peut-être quelque chose de nouveau avec ça. Des choses faciles à voir, très communes, voir ça, j'ai pas de misère. Avec les petites affaires comme les araignées, je suis beaucoup moins quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il a démontré que c'est impossible. Hutchinsonia, pourquoi? C'est un de mes amis, c'est une des personnes qui m'a introduit aux araignées quand j'étais plus jeune, il s'appelait Raymond Hutchinson. Puis quand il est décédé, je suis dit, l'honneur un peu, on va partir une petite revue, comme lui avait fait à l'époque. On va essayer de vous donner un cahier intéressant qu'on appelle Hutchinson. La troisième, c'est ça pourrait être intéressant, sauf que ça peut être intéressant après que je fais une journée de coaching. Parce que si les gens ils vont comme ça et ils ramassent n'importe quoi, on va se ramasser beaucoup avec la même. On n'a pas compris la question. Est-ce que la science citoyenne pourrait aider avec quelque chose comme ça ici? Tout à fait. Si je vous dis que on va aller voir dans les feuilles mortes, on va lever des roches, ouais, là, on reste. Moi, si mettons, je suis à l'entrée du parc, tout le monde va chercher, on revient, puis il va amener ça. Ça pourrait être intéressant pour avoir des choses extrêmement le fun que je n'ai pas vues. Parce qu'une personne, c'est pas comme 100 personnes qui ramassent. Dans ce cas-là, oui. La difficulté, puis c'est ce que je vis un peu avec le groupe Facebook que je manage, il y a 12 000 personnes qui sont là-dedans. Puis les gens qui sont là, souvent, ils disent « Je vois une araignée, je prends une photo. » Là, ils mettent la photo sur le site web, puis ils disent « C'est quoi? » Puis souvent, je dis « C'est probablement telle affaire, probablement telle chose. » Puis là, ils disent « Je ne connais pas ça comme ça. » En fait, c'est pas que je ne connais pas ça, c'est qu'on ne peut pas le faire avec une photo. Il faut regarder les pièces génitales pour être sûr. C'est ça qui est le diagnostic. Quand je dis probablement, c'est parce que j'ai une bonne idée que c'est ça, mais je me protège un peu parce que ça pourrait aussi être d'autres choses. L'identification par les professionnels, oui. Donc, si on est capable d'intégrer un effort d'échantillonnage comme ça avec quelque chose qui est en arrière pour bien appuyer ça, ça peut tout à fait être faisable.
Oui, donc j'aimerais savoir tantôt, vous parliez des patterns, de code Morse, des araignées sur le Oui. territoire. Est-ce qu'il y a un endroit où on a fait un recensement, par exemple, de dire telle espèce fait tel pattern? Est-ce que. Moi, je tiens ça d'un papier de quelqu'un qui les avait dans son labo et qui avait déterminé pour le genre Aranéa. Je pourrais te filer la référence. Je ne l'ai jamais entendu. Je l'ai déjà vu faire pour une autre chose, pour une veuve noire qui fait un peu ce genre de mode de transmission-là aussi. Donc, ça existe, mais ce n'est pas si bien documenté que ça. Il y a un article qui le documente en texte, mais en fait de son, ça, j'ai jamais entendu. Et d'ailleurs, les araignées ont plein de structures aussi qui sont capables d'émettre des sons. On regarde ça parce qu'on voit les organes de stridulation, donc on sait que quand leur pattes, ils vont peut-être griller comme ça. Mais l'entendre, jamais personne ne l'a entendu. On sait que c'est là qu'ils font des sons parce qu'il y a une structure. Les entendre, c'est pas encore fait. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai une question. Oui, madame monsieur et madame, avant, j'ai une question à Pierre, mais je veux la poser à vous autres. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus aucune araignée dans l'environnement? Ça serait quoi l'impact, là? Par exemple, il y a une maladie ou il y a un produit qui a été mis dans la nature, et toutes les 8 pattes articulées avec des gumbox disparaissent. Selon vous, qu'est-ce qui se passerait, la vie sans araignée? Un déséquilibre fondamental. Qui provoquerait quoi? Il y aurait des exemples il y aurait un déséquilibre sur la population. Certainement, c'est la même chose. Il y en a qui manqueraient de bouffe, oui, qui disparaîtraient peut-être. Non, pas qui manquerait. Il y aurait une prolifération. D'autres sortes d'insectes. Donc des moustiques, que vous pensez. Pas seulement d'autres sortes, plus de chaque sorte. OK. D'autres conséquences, selon vous? Les oiseaux pourraient en souffrir? Qu'il y aurait moins de nourriture pour eux autres? Qu'est-ce qu'ils mangent? Il y en aurait plus. Puis ceux qui mangent les araignées risqueraient d'en souffrir. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Bien sûr, c'est ça, il y a une espèce d'équilibre qui est là, on n'en est pas conscient. Mais la nature, c'est ça, c'est une espèce de un dépend de l'autre, des dépend de l'autre, des dépend de l'autre. Si tu changes un de ces éléments-là, bien malin celui qui va prévoir exactement dans quelle direction ça va aller, mais on sait que ça n'irait pas bien. Il y a des chiffres intéressants qui sont sortis il y a quelques années, qui ont calculé les araignées qui mangent des bestioles comme ça représente quoi sur Terre? Chaque année, on estime, c'est une estimation, 800 millions de tonnes de bestioles. Si du jour au lendemain, il n'y a plus d'araignées, ça veut dire qu'on a 800 millions de tonnes de bestioles de plus à chaque année. Là, les conséquences à gauche, à droite, ça peut s'en aller dans la pleine direction. Et c'est sûr que ça serait une espèce de coup très, très dur pour l'équilibre du système. On va prendre ces deux questions-là. Monsieur? Oui, vous avez mentionné tantôt qu'il y avait des cycles pour les araignées. Des cycles? Il y avait des cycles pour les araignées. Il y en avait qui c'était plus au printemps, d'autres qui se répartissaient. Qu'est-ce qui arrive quand le cycle est fini? Ils font quoi? Ils dorment? En fait, c'est ça. C'est des stratégies qui sont différentes pour être capable de passer une année. Au Québec, c'est comme ça. Hein? Vous êtes au courant, on a ce qu'on appelle un hiver. Les espèces sont encore là au printemps suivant, peut-être au début ou à la fin. Les différentes espèces d'araignées, je l'ai recensé, vous allez voir sur NatureWeb encore, il y a un article qui traite de ce sujet-là. Mais ils ont différentes stratégies pour passer l'hiver. Donc, si on a une qui est très printanière, ça veut dire que les adultes sont là au printemps, ils s'accouplent, la femelle pond, les œufs vont probablement passer une grande partie de l'été sous forme d'œufs, qui vont éclore à un moment donné. Ils vont devenir presque matures rendus à l'automne pour être prêts au printemps suivant. Aussitôt que ça commence à réchauffer, les adultes, lui, deviennent adultes, se reproduisent là. Il y a donc différentes stratégies pour être capable de passer l'hiver. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y en a qu'on ne trouve qu'au printemps, il y en a qu'on ne trouve qu'à l'automne, puis il y en a d'autres qui sont à peu près. Donc, différentes stratégies pour passer l'hiver. Donc, quand on passe l'hiver, on est une araignée sous forme d'œuf, très, très, très commun. Il y en a d'autres, un peu bizarres. Ils vont sécréter dans leur corps une espèce d'antigène. Ils vont passer l'hiver à l'état adulte. Ils n'explosent pas. Pourquoi? À cause du prestone qu'ils ont fait qui est dans leur système, comme ça ici. Donc, en abaissant, c'est un peu chimique, mais en abaissant le point de congélation, ils n'éclatent pas quand l'eau gèle. Et au printemps suivant, ils sont prêts à partir tout de suite. Il y a différentes stratégies. Il y en a qui passent donc l'hiver sous forme d'œuf, l'hiver sous forme d'adulte. Il y en a d'autres qui se foutent bien de tout ça. Ils sont actifs pendant tout l'hiver en dessous de la neige. Donc, différentes stratégies dans la nature. Merci. Plaisir. Moi, j'ai deux questions.
questions. Ben, la première, c'est est-ce qu'on a des araignées migratrices au Québec, des araignées qui vont, on dit voler, là, mais qui peuvent s'envoler avec leur toile et faire plusieurs milliers de kilomètres? J'ai déjà vu ça. Oui, ils font ça. Mais en fait, quand ils font ça, ce sont les petits bébés qui sortent. En fait, quand le sac d'œufs éclose, souvent, pour ne pas rester un gros tapon d'araignées au même endroit, on l'a dit tantôt, on se divisait l'espace et le temps. Une des façons, c'est qu'ils vont s'en aller comme ça quand ils sont petits et pas très lourds, ils font un long fil et ils s'en vont comme ça. Mais quand ils s'en vont, c'est juste pour se disperser, non pas pour faire une migration d'une année à l'autre. Donc, ils vont atterrir à un autre endroit, au hasard, souvent au hasard des courants d'air, qui vont se déplacer comme ça. C'est pas tellement une migration comme une dispersion. Puis, j'avais une autre question. Est-ce qu'on a documenté l'effet, on a beaucoup l'effet des pesticides sur les insectes? Est-ce qu'on a documenté l'effet sur les araignées? Ça a-tu le même effet? Oui, on est proche. Ouais. Je te dirais oui, de la même façon, on le fait pour certains insectes. Ce qu'on a remarqué, ça c'est presque un peu inquiétant. Tantôt, on a vu hein, que chaque espèce a des gants de boxe pareils, puis c'est comme ça qu'on connaît les espèces. Dans certaines études, il y a quelques années, on montrait que dans des endroits très pollués, les gants de boxe des mâles étaient complètement déformés. Donc là, on s'est mis en essai. C'est pas une histoire qui a mené à beaucoup plus que ça. Ça a été rapporté. Puis là, on soupçonne que dans ce cas-là, ce sont les pesticides, pas les pesticides qu'eux ingèrent parce qu'ils mangent des pois, mais si les pois mangent des pesticides, puis eux les bioaccumulent, ben là, il peut y avoir des problèmes dans le développement. Mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement documenté. Je te dis ça, c'est ce que j'ai vu et lu. Et je ne cherche pas cette littérature-là nécessairement, mais j'ai déjà dans une conférence, ça fait quelqu'un qui avait présenté. C'est l'hypothèse en arrière, c'était les pesticides. J'ai une autre question pour vous autres, puis elle va pouvoir répondre après. Si on se promène les boisés mineurs dans les rablières, 1 mètre carré, c'est pas le bon niveau, c'est plus qu'un mètre, ça, mais en tout cas, 1 mètre carré au sol, combien il y a d'araignées selon vous, en moyenne, dans les rablières? 2, 20, 1000? Oui. D'individus. Peut-être la question est bonne. Combien d'espèces et combien d'individus? 200 individus. Dans les espèces, 8 à 10. Qui dit mieux, qui dit moins? Pierre? Michel, c'est pas mal de temps. Mais le 8 à 10, c'est vrai. 200, oui, c'est vrai. Mais il y a des fois, dans le boisé mineur, je suis allé sur un habitat qui était une espèce de grosse roche plate où j'ai trouvé quelques pistes. Puis ça, je disais, une grosse roche plate comme ça, avec de la mousse dessus, c'est un peu bizarre. Tiens, je vais tamiser cette mousse-là. Et là-dedans, j'ai trouvé une affaire très rare dont je ne vais pas parler au-dessus. J'en ai trouvé comme 300 individus sur la même roche. Donc, c'est extrêmement variable, mais je pense que les chiffres avec un 200 et une dizaine d'espèces, c'est pas mal. C'est pas mal de la réalité. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, la plupart de nos espèces, c'est pas gros. Hein? On parle de 1 ou 2 mm. Les plus grosses, il y en a, mais c'est beaucoup moins fréquent. Les petites sont là, on ne s'en aperçoit pas. Et dans la litière forestière, c'est probablement là où il y en a le plus d'habitats confondus au Québec. Oui. Madame a une question ici. Oui. On peut le garder. Oui, tant qu'il y a de l'alcool dedans, ça les conserve. C'est un avantage parce que, supposons que les premiers spécimens qui ont été trouvés il y a 250 ans par Clark qui a publié son fameux papier en 1750, les spécimens sont encore là. Donc, c'est pas meilleur là-bas que là. Non, il n'y a pas d'altération là-dessus. On a une question ici? Qu'est-ce qu'il y a-t-il, les araignées, sur une galerie de maison où il n'y a aucune végétation, rien, puis même qui s'introduisent un peu dans la maison? Souvent, le critère intéressant pour les araignées, c'est la structure spatiale. Autrement dit, est-ce que j'ai une pas pire place pour faire une toile? Et les araignées fonctionnent comme ça, ils vont fonctionner par essai-erreur. L'exemple typique, si vous avez une lumière en arrière sur le balcon, regardez ça avec les bestioles qui volent alentour, ça ne sera pas très très long, il y en a une qui va catcher et dire « Hey, ça c'est un bon spot, je vais les mettre juste à côté. » Et il va ramasser plein de choses. Donc souvent sur un balcon ou une galerie, c'est une structure en 3 dimensions qui est intéressante. Il y en a qui vont adopter cet endroit-là parce que supposons qu'il y a des barreaux sur l'espèce de garde-fou qui est sur le côté. Ah, mais la hauteur, eux autres, ça ne les dérange pas beaucoup. Si c'est un bel endroit pour être capable de faire une belle structure, oui. Hein? S'il y a des insectes. S'il n'y a pas d'insectes, ils font un essai. Là, ça ne marche pas du tout ici. Habituellement, ils remballent leur chose. Pas chez vous? Je vis sur la galerie, je vis des araignées en plein l'été. Avez-vous des lumières? Quoi, des lumières? Qui attirent les insectes? Non. Non.
Est-ce que c'est toute la même? Oh, je n'ai pas remarqué si elle Il faudrait leur demander. Mais si c'est toute la même, ce qui est probablement arrivé, c'est qu'il y a une maman qui est allée là, qui a pondu son sac d'œufs, puisque vous avez, c'est tous les frères et les sœurs qui sont venus dans le coin. Et là, peut-être que le mot se passe, vous dites, chez madame, c'est vraiment le fun sur le balcon. Il faudrait savoir laquelle. Si c'est laquelle, si vous avez une grande diversité, c'est une chose. D'après moi, ça va être une ou deux qui est très commune, qui a envahi l'endroit. D'ailleurs, les boîtes à compost, c'est un peu la même chose. Quand tu lèves ton couvercle avec toutes les drosophiles qui sortent, c'est d'excellents endroits. Dans le couvercle, il y a souvent des araignées qui sont venues en permanence parce que c'est un bon endroit pour eux. Peut-être les deux dernières questions, ça va être terminé. Tantôt, vous avez parlé d'une araignée qui imitait la démarche d'une fourmi. Oui. J'ai remarqué qu'il y a des araignées qui sautaient, des araignées qui marchaient. Est-ce que toutes les araignées sautent ou est-ce que c'est... Il y a celle avec les gars. Ça ici, c'est la famille des salticidés, le nom le dit, salticidés qui font le salto et qui font des sauts. Eux se déplacent uniquement par saut, ne font pas de toile, ils chassent à vue, ils ont tout un comportement particulier. Et les myrmécomorphes, eux, ils vont imiter la démarche des fourmis, comme tel. Et il y en a qui sont dans les deux, ce sont des salticides qui imitent les fourmis. Mais celles qui sont les fourmis, les photos que j'ai ici, c'est pas particulièrement convaincant, mais quand tu es sur le terrain, quand tu les vois se déplacer, ça devient très difficile à faire la part des choses parce que l'imitation en vrai n'est pas bien convaincante. Moi, je suis enseignante, je ne peux pas j'envoie les enfants avec des petits bols qui vont chercher des insectes et des araignées. Moi, ils les mettent dans le congélateur. Oui. Non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ben là, c'est que le choc de température est rapide. Si tu veux, ils survivront probablement pas. On peut les observer. Bien sûr. Mais c'est correct aussi. Ben, moi, je trouve ça correct. Je suis très mal placé pour te dire que c'est pas correct de tuer une araignée. Je sais pas si quelque chose comme ça. Non, c'est pas mieux. En fait, c'est le froid comme ça, c'est une méthode de prendre un peu plus douce que de faire prendre un peu d'alcool comme on fait. C'est une façon plus expéditive. C'est drôle parce que avec toutes les photos qui sont là, en fait, on n'a aucune idée comment on a travaillé fort pour essayer de perfectionner une méthode pour prendre des bonnes photos d'araignées. Alors, on s'est dit, hey, si on les refroidissait un peu, peut-être qu'ils seraient moins à se promener comme ça. Et des fois, elle est laissée une minute et demie dans le frigidaire, puis ils sont morts. Puis mon ami Gilles refuse de photographier une araignée morte parce que c'est pas assez le fun. Là, on a travaillé fort, mais donc ce qu'on fait maintenant, j'ai utilisé la méthode du refroidissement comme ça, parce que souvent, ça fait un choc qui nous tue. Dans ce cas-là, on est encore des autres. Après, ils vont aller faire. OK, dernière question. Je suis contente d'avoir la dernière question, parce que je pense que ça va bien conclure à la fin. On a vu qu'on avait une belle diversité, qu'on a un voilier majeur en santé. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça continue? Que ça continue comme ça, c'est un excellent point. En fait, je dirais que la direction dans laquelle on est, c'est probablement la bonne. La chose la plus importante pour les araignées de litière, c'est d'avoir un endroit qui est compliqué en 3 dimensions, on appelle l'hétérogénéité spatiale. Donc, si c'est complexe en espace, il y a un paquet d'araignées qui va être contentes. Autrement dit, si on a des arbres qui tombent, les ramasser, c'est peut-être pas une bonne idée. Les laisser courir, décomposer, comme ça se passe en nature, c'est une excellente idée. Dans le boisé mineur, on ne ramasse pas les feuilles, ils se décomposent tout seuls. Et avoir des feuilles là, une litière complexe, parce que la litière des feuillus va se faire, la litière des conifères beaucoup moins. Ça prend des années avant que ça se décompose. Et pendant ce temps-là, ça fait un habitat qui est complexe à l'intérieur. Donc, le fait d'avoir ça, de faire attention, de ne pas piétiner inutilement. C'est sûr, rester dans les sentiers, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Donc, je dirais laisser le bois mort, laisser la litière s'accumuler, faire le moins d'aménagement possible, c'est probablement les grandes lignes qu'il faut observer pour continuer à avoir une diversité comme ça. Moi, c'est l'impression que je pense. C'est la question. Peut-être un truc, là, parce que vous savez que les pesticides ornementaux sont interdits à grande ville. Et selon vous, c'est quoi les trucs, c'est quoi les problèmes avec les araignées, c'est quoi? Le balai. Ça, c'est simple comme bonjour, madame, vous avez tout à fait raison. Puis là, tu me diras si c'est vrai qu'une femelle peut se tanner avec le temps. J'ai une femelle qui fait des morts. Dans les morts, ils ne font pas de toile, je pense. Oui. Ils font des toiles aussi. Ils peuvent se tanner un coup de balai, eux autres, ils arrêtent. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, c'est une très bonne. Moi, je prenais un boyau d'arrosage. J'ai fait ça, c'est seulement que le samedi. La grande-mère, c'est juste le samedi et le dimanche. Faites pas ça une autre journée, dans votre maison. Les employés vont vous chicaner. Mais le samedi, dimanche, là, 2 samedis, j'ai arrosé mon porte-patio.
Puis après ça, il est revenu l'araignée. Je pense qu'il se tend, hein. De l'eau, d'aller. Oui, quand t'en as beaucoup, absolument, c'est ce qui est arrivé. C'était une maman qui a fait son sac, et il sort du sac, mais il reste quand même en proximité, c'est pas toujours la disposition efficace. Personnellement, j'ai beaucoup moins peur du balai que des pesticides. Et souvent, les gens ont le réflexe d'appeler l'exterminateur pour X raison. Moi, c'est pas ce que je veux faire dans ta terre. En fait, moi, ce que je fais, je pense, c'est pour un aspirateur, ça règle les problèmes. L'aspirateur, ça donne un bon, parce que juste pour vous dire, si vous faites venir un exterminateur, gestion parasitaire, il est supposé demander un permis à la division environnement. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit problème. Dans la maison, il fera bien ce qu'il veut, mais à l'extérieur, fourmis, araignées et tout, là, il demande l'autorisation et on a des alternatives comme laver la maison à pression. C'est quelque chose qui se fait très bien et l'araignée va se tailler. Pierre, tu peux-tu nous dire quelle araignée a été trouvée à Granby? Vous avez tout votre calendrier. Ouais, il y en a 3 ou 4, je pense que tu avais dit. Là-dedans aussi, dans celui des insectes aussi. Le spécimen vient de. Oui, qui a été photographié au boisé mineur. Parce que là, qui sont photographiés, là, qui ne viennent pas nécessairement du boisé, mais qui sont là. L'araignée-là, Displicata, c'est là. Ou sinon, on dit ceux qui ont été là. Ceux qui ont été retrouvés. Avec les mois. Oui. Oui, le latin, on maîtrise moins que les mots. Février. Miss Février, oui. Ou monsieur, Miss May. Juin, non, pas encore. Juillet. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Ah, ok, c'est plus que. Puis peut-être nous parler de. Ceux que vous avez ça, c'est pas simplement pour le calendrier, vous allez dire, tiens, on est rendu au mois de mars, puis on a déjà perdu 2 mois. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des références dessus. Puis je vais laisser à Pierre juste vous dire, parce que la somme d'informations qu'il y a, il les partage sur ses sites web. Peut-être juste nous dire à quel endroit on a l'information, puis où on peut trouver. Sur Facebook, tu parlais, site web. Facebook, c'est très simple, c'est un groupe qui s'appelle Les Araignées du Québec. Il suffit de faire une demande, puis habituellement, j'accepte tout le monde. Si vous n'êtes pas gentil avec les autres, ça se fait que je vous accepte moins, mais ça prend quelques jours. Mon record, c'est 3 heures. J'ai accepté 3 heures après, dehors. Donc, c'est un groupe qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus amis là-dedans parce qu'on essaie d'échanger des informations. Ça coûte rien, c'est là-dessus. Ça, c'est Facebook. Le site Nature Web, c'est quelque chose qu'on est en train de partir où mon collègue Gilles est un excellent photographe. Il y a tellement de photos qu'on cherchait une façon de gérer cette information-là. Donc, il y a une tonne de photos sur les araignées. Là, bientôt, on va commencer à mettre les insectes et les autres photos. Donc, information visuelle. J'ai écrit plusieurs blogs. Les revues Hutchinsonia sont là disponibles gratuitement aussi, on peut les consulter. D'ailleurs, le projet Miner de cette année va faire l'objet d'un article qui va être là et va être consultable aussi. Et juste 2 secondes, je disais tantôt que j'ai fait la première bande dessinée que j'ai publiée. Elle est disponible où? Elle est disponible aussi chez Le Repère. À la librairie Jeunesse Le Repère, elle est là. Ce qui est fantastique avec ça, là, vous allez voir le lien avec le web, c'est qu'à l'intérieur de cette bande, qui est une bande dessinée scientifique, c'est un nouveau genre, vous allez rencontrer des termes qui sont là-dedans. C'est sur les cavernes et les bestioles. Donc, à un moment donné, je parle, par exemple, d'aspirateur. Vous avez vu tantôt ce que c'est. J'ai fait un blog qui est disponible sur Nature Web, qui est 3, 4, 5 pages, je crois que ça va jusqu'à 10 pages, où j'explique c'est quoi un aspirateur, comment ça fonctionne. Un aspirateur, ça va, c'est assez simple. Dans d'autres cas, j'explique c'est quoi l'endémisme, c'est quoi une caverne, c'est quoi un stalactite, un stalagmite. C'est des choses qui sont écrites pour des gens qui n'ont pas nécessairement une formation scientifique. Et c'est toute l'information qui est disponible encore une fois sur Nature Web. Nature Web, ce qu'on veut que ça fasse, on veut que les gens, que ça puisse devenir un outil pour l'accessibilité scientifique. On veut que les gens comprennent les choses. Et comme il y a une façon de poser des questions, on est toujours là-dessus. S'il y a des questions qui sont intéressantes, on va prendre la peine d'y répondre pour que tout le monde. Là, il y a encore, ça ne coûte rien, bien sûr. Tu peux t'inscrire là-dessus, donc tu peux voir en masse de photos, il y a un paquet de blogs qui sont disponibles. Là, on a commencé à inviter des gens qui sont doués pour l'écriture, de commencer à verser les blogs à l'intérieur. On a rendu 4 blogueurs, et d'ici quelques années, on pense que ça va devenir pas mal beau, parce qu'on commence à avoir pas mal d'informations, et l'espèce de nom se propage vite. Donc, avec la BD, je pense que ça va devenir quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est un bon outil de vulgarisation, mais ce qui est le fun aussi, c'est online. On a 44 blogs bien faits, bien rédigés. On a même, c'est intéressant, on a même fait des blogs pour essayer d'expliquer comment fonctionne le séquençage de l'ADN. C'est plus compliqué, c'est un peu plus difficile, mais c'est quelque chose qui est facile à lire. Puis on veut que ça devienne quelque chose qui devienne une référence facile et accessible à tout le monde. Le séquençage de l'ADN, l'endémisme,
C'est quoi, par exemple, comment se forme une caverne? C'est quoi un curculion? C'est quoi un coléoptère? Donc, ce genre de questions-là, ben, on va trouver des réponses là-dessus, et tout ça, c'est évalué au même endroit. Donc, il y a une espèce de convergence dans les intérêts, et ça va trouver notre principe de. J'en ai quelques copies. Elles sont 22. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Si vous désirez, combien il y en a parmi vous qui ont reçu le petit courriel là, qui sont inscrits sur la liste de diffusion de la division environnement? À peu près, ouais, une douzaine. Si vous désirez savoir et être informé quand il y a des conférences qui sont données, on a eu une de Mirabel Kelly, justement, sur le plan Nord, il y a 2-3 semaines, là. Il y a des gens qui sont sur la liste. Vous avez simplement envoyé un courriel à environnement, à commercialgrandb.ca. Gabrielle, mon employé qui est en arrière, là, elle va vous mettre sur la liste. On a à peu près 3000 personnes sur la liste. Donc, c'est des citoyens et citoyennes qui veulent simplement être informés qu'avec une conférence, un nouveau programme de subvention, ou quand l'étude de Pierre va être faite, son étude scientifique, mais on pourrait l'envoyer à toutes les personnes. Simplement envoyer un courriel à l'environnement que vous aimeriez être sur la liste de diffusion. Puis on n'est pas achalant, c'est à peu près un courriel qu'on envoie aux 2-3 mois là, pour vous informer de conférences ou de sorties qu'on organise. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence. Bonne journée. Merci.